Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Fréquence Motor. Aujourd'hui, je lance la saison 3 avec un invité particulier un petit peu pour moi, je vous expliquerai pourquoi. J'aurais dû normalement lancer la saison un petit peu plus tôt, malheureusement j'ai eu une annulation en dernière minute qui fait que j'ai pas pu sortir, je devais sortir un épisode au 1er octobre, chose que je n'ai pas pu, donc l'épisode qu'on enregistre aujourd'hui va sortir le 15 octobre. Et voilà, donc je suis super content. J'ai pris une pause cet été un petit peu plus longue que prévu parce que pour ceux qui ont suivi un peu sur mon Insta, j'ai eu la naissance de mon fils qui fait que voilà, qu'il a fallu mettre un petit peu tout ça en place. Ça a reculé un petit peu le lancement de la saison 3, mais yes, c'est officiel. Donc je suis très content. Et aujourd'hui, je me suis déplacé. Je suis allé frôler la Suisse pour rencontrer Stéphane. Comment vas-tu, Stéphane? Bah écoute, ça va très bien, hein. Ça va mieux que le temps en tout cas. Ouais. Bah, tout va bien, Je suis, impeccable. je suis ravi d'être ici. Je te remercie pour Bah, c'est commencer. moi qui te remercie d'être venu, c'est cool. On s'est rencontrés, nous, au Salon du Deux Roues. Alors Exact. moi, je t'avais déjà vu, je t'avais déjà aperçu, bien évidemment, déjà vu tes motos. Mais on a discuté pour la première fois au Salon du Deux Roues et grâce aux copains, je les remercie encore de Good Kids Motorcycle qui nous ont fait le lien de présentation. Et à ce moment-là, je t'avais dit, est-ce qu'on pourrait enregistrer un épisode ensemble? Ça pourrait être vraiment cool pour le podcast. Et du coup, c'est aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc vraiment, merci pour le temps que tu m'accordes. Avec plaisir. Stéphane, tu es du coup le gérant et le créateur de T4 Motorcycle. Exactement. Pour commencer, avant de te faire une autre petite introduction, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Bah écoute, moi c'est Stéphane Grand, hein, dans mon nom de famille. Je suis suisse, valaisan en fait. Et je fais des motos depuis à peu près une quinzaine d'années, un peu plus, ouais, 16 ans à peu près. Avant ça, j'étais pas du tout dans la moto. Donc voilà, je me suis mis là-dedans par passion. Et voilà. Ok, super. Alors, moi, le petit côté cool pour moi aujourd'hui, en tout cas, c'est que, pareil, pour ceux qui me suivent, ils savent qu'aujourd'hui, je suis vraiment basculé. Je suis très, très fan du milieu Harley et principalement du milieu Chopper. Donc, comme je te disais tout à l'heure en off, quand on a discuté un peu tous les deux, à partir du moment où je me suis vraiment intéressé à ça, que j'ai commencé à avoir mes premières Harley et tout, j'ai vite, par les réseaux sociaux, eu connaissance de ton travail. Et du coup, c'est vraiment un grand plaisir pour moi, en tous les cas, d'être là aujourd'hui, d'échanger avec toi, parce que pour moi, tu fais partie du top 5 de ce qui se fait mondialement dans la moto. Donc voilà, il y a des motos que j'ai vues que si j'avais pu, je t'aurais appelé pour les acheter direct. Quand j'en vois passer sur le Bon Coin, parce que j'en ai revu passer des tiennes Ouais, sur le Bon il y en a Coin. une il n'y a pas longtemps qui s'est revendue, Ouais, qui a changé de propriétaire. j'en ai revu passer une et je me suis dit, waouh, tu vois, c'est vraiment classe, tu vois, ces motos. Donc, c'est un grand honneur et je suis très, très, très content d'enregistrer avec toi aujourd'hui. Bah, merci beaucoup, plaisir partagé. Super. Le podcast, il y a toujours deux parties dans le podcast. Une première qui est un petit peu plus sur toi, mais sur la rencontre de Stéphane et la moto. Et une deuxième un peu plus sur T4, savoir comment c'est né, pourquoi, à quel moment, quels étaient les projets, comment ça a évolué, un petit peu tout. Ok, Ça ça te va? marche. Ouais, parfait. Allez, super. Eh ben, je te laisse m'expliquer à quel moment Stéphane a rencontré la moto. Alors, Stéphane, il a rencontré la moto. Et Stéphane, il était comme beaucoup à l'âge de 14 ans avec des mobs. Nous, en Suisse, on disait des vélomoteurs. Voilà. Donc, on trafiquait nos vélomoteurs. J'avais un très, très bon ami. Enfin, c'est toujours un très bon ami. C'est mon plus vieil ami. Et on trafiquait nos mobs. Et puis, on allait à l'époque, il y avait un morceau d'autoroute en construction à Genève qui était fermé. Et on allait tester nos mobs sur cette autoroute. Avec des petites remorques attachées dans nos mobs d'origine, parce qu'en Suisse, il y avait beaucoup de contrôle. Et on était sur cette autoroute, et l'autoroute, à l'époque, c'était un chantier privé. Donc, on nous foutait la paix, puis on s'exerçait là-dessus. Donc, si tu veux, le tout début a commencé quand j'avais 14 ans avec les mobs. Voilà. T'étais plutôt campagne que ville? Non, j'étais ville. J'étais ville, complètement ville. Et, on se déplaçait un peu à la campagne avec nos mobs, justement, attachés sur des petites remorques, vraiment c'était du brick et du broc, hein. Et puis on allait faire les cons, entre guillemets,
le week-end dans ces chantiers, en fait. Et c'était un moment copain, vous étiez tout un groupe Ouais, c'était un moment copain, mais on se retrouvait vite 50, voire 100 personnes les week-ends parce que ça a vite fait le tour. Ah ouais. Et puis les gens venaient nous voir parce qu'on avait les meubles, on montait à 100, 110, 120, 130 km/h avec. Il y a, quand j'avais 14 ans, donc il n'y avait pas tous les kits qui existent maintenant et tout. Donc bref, c'était cool. Et ça a duré le temps qu'on ait nos permis de voiture. Une fois qu'on a une voiture, les bobs finis, terminé. Et le 2 roues, pour moi, a été terminé pendant un moment. Parce qu'après, je me suis vraiment intéressé aux 4 roues, moi. D'accord. À cette époque-là, tu me dis que tu bricolais les mobs. Comment tu arrives à l'expliquer? Est-ce que c'était dans ta famille, ton père ou le fait de bricoler? Parce que tu as les gens qui achètent et qui roulent avec, et puis tu as les gens qui mettent les mains dedans. Non, bon, dans ma famille, il y avait beaucoup de manuels, oui, OK, mais non, c'est venu tout simplement, Comme ça. naturellement, c'est venu comme ça, Ouais, voilà, avec les vraiment, copains. exactement, avec les copains. C'était le Surtout moment, avec un copain. OK. C'était vraiment le moment. Et à l'époque, tu te rappelles comment tu as fait ta bible un peu de tout ça? Tu as mis les mains dedans, tu as regardé comment ça Moi, marchait? j'ai mis les mains dedans Parce qu'à sans ça. 14 ans, il n'y avait pas YouTube. Ouais, non, il y avait pas Twitter, ça c'est clair et net. Il y a même pas de téléphone portable. Non, c'est fait. Après, attention, j'ai mis les mains dedans, sans connaître beaucoup de choses, hein, j'apprenais en mettant les mains dedans, en fait, hein. Après, l'ami qui était avec moi, connaissait beaucoup mieux que moi. Lui, c'était un peu inné pour lui, il avait de la facilité là-dedans et lui, il faisait déjà des petits boulots à gauche, à droite, dans des garages le week-end pour se perfectionner et donc au final, j'apprenais avec lui. Donc voilà, quoi. Tes parents ont fait de la moto ou pas du tout? Non, non, non. Mes parents n'ont pas fait de moto. Mon papa aimait les voitures, mais sans, non plus, en posséder, vraiment, Il n'y quoi. a pas une transmission Non, non, il n'y a pas eu de transmission. par le côté Non. famille? Il y a eu, des oncles, surtout un oncle qui était un professeur à l'école de mécanique à Genève. Donc là, il y a eu après, plus tard, à partir de mes 18 ans, où j'ai atterri avec la voiture, où j'ai commencé vraiment à faire des voitures, hein, à restaurer des voitures. Et là, j'ai beaucoup appris aussi avec mon oncle. Donc, on en arrive à ces 18 ans. Voilà. Tu passes le permis. Je passe le permis, la délivrance. Ouais, pour pouvoir bouger un peu Voilà. plus loin, Voilà. plus facilement. Tu fais quoi à cette époque-là? Tu es en études, tu Alors, je travailles? suis en apprentissage, je travaille. Je suis en apprentissage d'électricien. Et à côté de ça, ben, je rénovais, je suis tombé je suis tombé amoureux du milieu VV, Volkswagen, coccinelle, tout ce qui touche à la coccinelle, bus, tout ça. Et voilà, exactement. Et j'avais déjà un petit local avec un copain où on commençait à restaurer des coques, dont une coque que j'avais moi, que j'avais donc j'ai eu à 17 ans et demi. Mon père me l'avait acheté toute pourrie, à 500 balles. Et aujourd'hui, je l'ai toujours, je roule avec. Génial. Voilà. Donc ça a commencé comme ça, en fait, le milieu custom. Donc là, tu apprends la mécanique voiture. Alors, j'apprends sans apprendre. J'apprends, voilà, j'apprends la mécanique sur les coccinelles, uniquement, pas sur autre chose. OK. J'apprends la mécanique sur les coccinelles et j'en restaure quelques-unes, après avec le temps et j'en ai restauré beaucoup. Et puis, je faisais aussi un peu à l'époque, hein, du tuning. J'avais une BM, ça venait de sortir les E36. Bon, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, Voilà. ils vont peut-être pas comprendre ce que c'est le Non, tuning, non, mais 36 sont pas des années, c'était en bah, je vais parler en français, c'était en 10? 94, Ouais, c'est ça, 93, 90, ouais. 94, voilà. Ouais. C'est le 1er modèle et on faisait là-dessus, ouais. Tu fais quoi du coup sur les coques? Alors à l'époque, je faisais beaucoup de choses, donc je les restaurais en carrosserie, on coupait la voiture, on changeait les longerons, on faisait tout, on refaisait le châssis, on les rabaissait, on mettait des plus gros moteurs, on faisait beaucoup de choses comme ça, des jantes, enfin bref, il y avait beaucoup de choses. Après, il y avait beaucoup de pièces qui existaient, mais bon, il fallait restaurer les bagnoles quand même, au niveau carrosserie. Par exemple, sur la carrosserie, du coup, tu fais de la soudure, tu fais Alors, à l'époque, non, je ne savais pas souder, donc je préparais tout et j'avais un copain qui savait souder, Miguel, mon pote et il venait soit dans mon atelier, soit j'amenais dans son atelier pour souder les choses. Parce que je ne savais pas souder. Ouais. Ouais. Du coup, tu dis que tu en as fait beaucoup. Comment ça s'est passé? C'est que c'est des gens qui t'ont amené après, leurs coques, tu faisais celle des copains?
C'est devenu un business? Alors, je faisais celle des copains et c'est venu par un business, un semi-business, on va dire. Moi, je travaillais. J'ai eu plusieurs métiers dans ma vie. Après électricien, j'ai fait d'autres choses. Et, en parallèle de ça, je me suis beaucoup intéressé à la compétition automobile. Et je me suis mis à faire des championnats en compétition automobile. Donc, ce qu'on appelle en course de côte et en circuit. À l'époque, c'était du super tourisme. C'est l'équivalent d'aujourd'hui, la WTCC. Donc, je faisais ces deux activités-là. Donc, je travaillais comme électricien et je dépensais tout mon fric dans la course. Donc, je refaisais des coques pour les revendre, pour avoir encore plus de fric. Voilà, c'était un peu... Est-ce que tu arrives à savoir ce qui t'attire à ce moment-là sur, du coup, la course, la vitesse, le sport, Alors, le sport automobile? automobile, j'ai toujours aimé. Je me suis lancé au tout début avec une Golf 1. Voilà, tu achètes une Golf 1 basique, puis tu la modifies. Je me suis très vite pris au jeu. Puis à partir de là, j'ai racheté une vieille Opel Ascona. Et après ça, j'ai repris, parce que j'ai eu un accident en course, j'ai racheté des voitures, après des vraies voitures de course, où c'était des voitures préparées pour la course. Donc c'était aussi des Opel et puis des BMW. Et déjà, c'était la marque Cecotto à l'époque. Et je tournais sur circuit avec ça. Donc c'était déjà des voitures, Des vraies voitures de course. ouais, des vraies voitures de course, ouais, OK. conçues en usine. OK. Ah oui, oui, donc Oui, oui, ouais, oui, ouais, là oui, oui. et du coup, t'avais quoi? T'avais un staff avec toi? T'avais des gens, tes Alors potes j'avais ou? un petit enfin ouais, j'avais un petit staff, hein, faisait partie de mes sponsors. Donc j'avais un garage sur Genève qui me suivait, donc qui s'occupait aussi de la mécanique de ma voiture, hein, parce que attention, je bricolais les coques, mais quand il faut faire des boîtes à crabot, des trucs comme ça, j'étais pas du tout, Expérimenté pour? expérimenté pour faire ça. Donc voilà, et puis j'ai fait ça pendant pas mal d'années. T'as gagné des choses? Ouais, j'ai gagné 2-3 trucs, j'ai été en championnat d'Europe, j'ai fait 6e au championnat suisse, j'ai été classé 22e, si je dis pas de conneries, au championnat d'Europe. J'ai roulé dans les courses avec Club à l'époque, au tout début, hein, qu'il était là aussi. Mais bon, voilà, j'aurais été fort comme lui, je serais toujours dedans. C'est qu'on soit bien d'accord. C'était une passion. Ah ouais. C'était une passion, ça m'a plu, j'ai pu faire ça une dizaine d'années. Puis à un moment donné, Mmh. ça coûte L'argent très, très cher. ouais, c'est cher, ouais, c'est Très, ça. très cher. Ouais, les saisons, les Les sponsors, saisons, les sponsors et tout. Et puis à un moment donné, il faut revenir à la réalité. Ça n'a jamais été mon métier. Donc, gentiment, je suis parti sur la moto. C'est vrai que pour clôturer sur la voiture, souvent, on se rend pas compte, surtout quand on est dans la course et là-dedans et souvent, en fait, tu te rends compte que les pilotes qui montent, qui montent, qui montent. Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas pour Loeb. Ça, c'est peut-être l'exception. Mais souvent, ils ont des familles qui ont. Enfin, je prends Ouais, l'exemple, je prends alors, l'exemple de ceux de la Formule 1, par exemple. oui, oui, oui. Alors, c'est clair. Même plein d'autres trucs. À l'époque, il y avait moins c'était les débuts des 106 Cup, Ouais. où là, c'était la même bagnole pour tout le monde. Et là, c'est le pilotage qui faisait la différence. Donc là, tu avais la possibilité que des gens moins fortunés puissent arriver dans quelque chose. Et du reste, là, atterri un peu comme ça aussi. Et puis, c'est la qualité du pilotage qui fait, et puis tu es repéré. Avant ça, c'était le pognon pour avoir la bagnole pour monter. Ouais. Et tu vois, dans les années 2000, ça doit être ouais, 2000, entre 2000 et 2005. Moi, j'avais un cousin qui était assez doué, donc qui n'a pas pu continuer derrière, mais il y avait la Formule Renault Ouais, exactement. et qui avait passé une espèce de détection un petit peu et tout, et qui avait fait pas mal de choses. Et c'est ça, c'est qu'en fait, ils repéraient des jeunes et ils les aidaient à monter. Exactement. À monter. Exactement. Donc là, Et c'est très bien. tu avais moins besoin d'argent. Voilà. Ok, bon, bah super, tu vois, c'est vraiment un Voilà, topic, toi, c'est un voilà, parcours différent, un quoi. parcours, ouais, mais bon, Et là, je n'ai toujours pas de moto. toujours pas de moto. Non, je roulais même pas en moto. Ok, donc pas le permis. Je n'ai pas fait de permis moto, gros cube, très tard. D'accord. Ouais. Donc qu'est-ce qui à ce moment-là, donc ouais, t'arrêtes pour, on va dire, raison financière et qu'à un moment, ça devient. Voilà, ouais, j'arrête pour des raisons financières et puis des professionnelles aussi, parce que à côté de ça, donc j'étais plus électricien, j'avais arrêté le métier. J'avais ouvert une structure où je vendais des accessoires pour les voitures de course D'accord. en Suisse. Ok. Donc on sait bien que la Suisse, pour les courses de voitures, c'est pas le meilleur des pays. Donc c'était compliqué. Je vivotais de ma passion, mais c'était pas viable.
Donc à un moment donné, bah, C'était quoi? C'était un magasin? ouais, c'est un magasin sur Genève où je vendais des pièces et accessoires, pour les voitures de course et tuning aussi un peu, quoi. Ouais, à Donc l'époque, voilà, à l'époque, c'était ça. c'était la mode. Voilà, exactement. Ouais. Et mais ça a pas duré très, très longtemps. J'ai fait 3 ans, puis après j'ai arrêté parce que je gagnais pas assez bien ma vie. Donc là, par contre, tu as basculé sur le côté entrepreneuriat parce que c'est toi qui as monté la structure. Voilà. Ah oui, alors moi, du moment que j'ai arrêté l'électricité, j'étais à mon compte et je suis resté toute ma vie après à mon compte, toujours maintenant du reste. Tu as dans ta famille des entrepreneurs ou... Oui, oui, Ouais. oui, j'avais mon père qui était entrepreneur, Ok. à l'époque. Ok. Voilà. Donc tu avais quand même une éducation quand même autour de... Oui, j'avais une éducation, après c'était à l'époque, il y avait des conflits intergénérationnels quand même. Mais oui, oui, il m'a aidé le peu qu'il m'a aidé quand il était là parce qu'il est décédé il y a pas mal de temps et hem et oui, oui, c'était quand même Non, un mais exemple, hein. tu l'as vu dans ta famille en tous les cas. Oui, 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 Ouais. tout à fait, tout à Ok. fait. Ça dure combien de temps? 3 ans, tu me dis ça? Ça dure 3 ans ça. Ouais. 3 ans et arrivé à la début de la trentaine, heu, bah, là j'arrête ça et je me mets, comme chauffeur privé. Ok. Voilà, chauffeur de maître. Donc j'achète une grosse Mercedes, je vais chercher en Allemagne et je me mets à faire ça. J'ai toujours ma coccinelle, bien sûr, que j'ai avec l'atelier, que je fais mes coques toujours et petit à petit, j'ai commencé à avoir des copains qui roulent en Harley et de toute façon, du moment que tu fais du custom bagnole, la moto un peu Harley qui est customisable, tu t'y intéresses. Je dis pas que tu vas tomber amoureux, mais ouais, c'est cool, moi j'aime bien, j'ai toujours aimé, quoi. Après, bon, voilà, je m'intéressais pas plus, mais là, ça commençait à venir. Cette période-là, tu commences à... Ouais, je commence à me dire, voilà, j'aimerais bien en avoir une. Donc, je fais mon travail de chauffeur qui se passe très, très bien du reste, où j'ai eu pas mal de stars, pas mal de gens très connus, hein, Ok. et c'était une belle expérience. Un exemple de gens... Sharon Stone, par exemple, Ah ouais! voilà, Beyoncé, mais c'était à l'époque des Destiny's Child. Ouais, non, moi je croyais que tu allais me sortir des Français. Ah oui, Non, 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 français, oui, américains. Bruno Solo, à l'époque de Caméra Café, je les ai eus aussi. Voilà, puis après des industriels aussi, des gros industriels et même voir des bandits même. Ah. Donc mais c'était très intéressant et voilà, bon bref et on va pas épiloguer là-dessus. Il y a des trucs, pour Ouais. rester cachés et après ça, après être chauffeur, j'ai mon papa qui est décédé pendant cette période-là. J'ai fait un blocage, j'ai tout arrêté et je suis resté pendant 1 année sans travailler. C'est-à-dire sans travailler, j'étais dans mon atelier, j'avais un atelier déjà, où je faisais mes coques et là j'ai acheté ma première Harley et j'ai refait c'était un Shovel et j'ai refait entièrement le Shovel. Voilà. Donc, quand tu rentres dans la moto, c'est directement chez Harley. C'est directement chez Harley et directement avec un fonte, avec une ancienne, pas de À moderne. 1000 fontes? Non, c'était un Shovel. Ah ouais. Ah oui, non, tu m'as Ouais, dit un cheval, un pardon. Shovel de 75, donc 75. Ok. T'as passé ton permis moto entre-temps? Non. Donc, c'est-à-dire qu'en Suisse, j'avais le permis qui était limité en un nombre de choix à 35 kilowatts. Ce qu'on appelle le petit permis, entre guillemets. Et le gros cube, c'est au-delà. Et je l'avais pas. Mais bon, je suis un peu rebelle, hein, donc le permis, voilà, je m'en fous, c'est pas grave. On verra plus tard. On verra plus tard. Donc voilà, j'ai commencé à rouler sans permis et bon après je l'ai fait bien sûr. Donc mais je l'ai fait tard, ouais. Ouais. Quand tu achètes ce cheval, du coup, cette moto, t'as jamais mis les mains dans une Harley, elle était roulante, elle était pas du tout roulante, elle Non, était... elle était roulante, son sens roulant, je l'ai acheté dans une démolition, une casse, mais c'était un truc il y a eu un problème, un défaut d'assurance, donc elle était complète, à redémarrer. Moi, j'ai pas redémarré, je l'ai redémonté et j'ai refait le châssis, je l'ai repeint, parce qu'elle était pas belle, modifié 2-3 trucs que j'ai modifiés. Déjà à cette époque, j'avais déjà appris beaucoup plus de choses qu'au tout début que je t'expliquais que je savais pas souder. Toutes ces années, j'ai jamais arrêté de bricoler. Donc j'ai toujours appris. Donc là, je commençais déjà un peu à me débrouiller sur certaines choses. Donc voilà, j'ai démonté, mais c'était toujours pas professionnel, hein. C'était une moto. Là, après, je me suis lancé dans autre chose professionnelle. J'ai ouvert un bar, sur Genève. Voilà.
Donc, j'ai ouvert un bar. T'es le caméléon, toi, en fait. Ouais, mais c'est toujours des choses que j'avais. Tu sais, quand j'ai arrêté l'électricité, je m'étais juré que maintenant, je faisais des métiers que j'avais envie de faire. J'essayais de faire ce que j'avais envie de faire. Parce que des fois, on n'arrive pas. Ouais, bien sûr. Comme les voitures de course au magasin, c'était pas viable. Mais le chauffeur privé, ça a super bien marché, ça a cartonné, ce qui m'a permis de gagner bien de l'argent et de réinvestir pour faire un bar. Donc, à Genève, j'ai acheté un pas de porte. Je me suis associé avec mon meilleur ami, qui est toujours un de mes meilleurs amis, du reste, heureusement. Et on a fait ce bar qui a cartonné. Cartonné. Et c'est cette période-là que vraiment la moto s'est mise en place. Donc, Bar- quel bar? Bar et moto. Voilà, bar. Alors, c'était un bar de nuit, hein, bar à cocktail, machin, pour faire la fête. Hein. La journée, c'était fermé. Ce qui me permettait d'avoir un peu de temps la journée. Et j'étais dans mon atelier. Et là, je faisais toujours les coques, et j'ai commencé à refaire des bécanes. Et c'est là que ça a démarré. Tu as refait des bécanes pour toi Pour moi et des potes, uniquement. et des potes. Pour rien d'autre. Et c'est passé quelques années. Et en 2000, donc j'ai fait mes premiers événements en 2009 avec mon cheval, à Grimaud, du reste. Le tout premier événement que j'ai fait, c'est Grimaud. Pour comprendre, c'est le côté d'avoir toujours rénové des coques et tout, qui, du coup, te donne de l'expérience malgré tout, même si tu connais pas, pour pouvoir plus ou moins gérer les bécanes. Voilà. Du coup, quand tu commences à faire et tout, tu te dis, c'est le kiff total. Voilà, c'est le kiff total, exactement. Et par contre, direct après, tu vas présenter une moto. Oui, parce que quand j'ai tout de suite commencé en 2007-2008 à acheter mon cheval, je l'ai refait. Quand j'ai fait mon cheval, c'est ce que, pour moi, il y a une différence entre préparateur-constructeur et montage de pièces. Monter des pièces, je savais le faire. Donc, changer ma fourche, monter un autre guidon, changer des échappements, faire une petite selle, 2-3 machins, ça, voilà, c'est pas un problème. Donc ça, je savais le faire déjà. Donc j'ai fait un chouette cheval et puis je me suis pointé en 2009 à Grimaud avec ce cheval. Ouais, j'étais un extraterrestre parce qu'à Grimaud, en 2009, des chevals, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. J'étais un des seuls. Tout le monde avait des 1340 ou voire des plus récentes, des Evo, quoi, mais les chevals, il n'y en avait pas beaucoup. C'est après que c'est venu vraiment la mode de l'ancienne. Du custom. Ouais, les chevals sont revenus au goût du jour. Voilà. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Et tout de suite après ça, donc 2009, j'ai enchaîné. 2010, 2011, toujours sur le cheval que j'ai modifié et j'ai commencé à faire. C'est là que les SG sont arrivés. Il y a eu la SG1. Et puis après. SG, SG, c'est Stéphane Grand. Ouais, tout bêtement. Voilà, tout bêtement. Non, pas J'y ai chercher. pensé sur la route. Voilà. Sur la route, je me suis dit, ah, mais ouais. SG, Stéphane Grand. Et souvent, SG, c'est des motos, quand je les appelle SG, c'est des motos que je construis sans. Il peut y avoir des clients, mais c'est carte blanche, toujours. C'est pour ça que je les appelle SG. J'ai construit d'autres motos qu'on n'a pas vu forcément beaucoup, mais que ce n'était pas des SG. Mais parce que le client voulait ça, comme ça, Quand comme tu ça. dis carte blanche, ça veut dire que le client te dit ce qu'il veut. Il me fait confiance. Non, Ah il non. me fait confiance. Carte blanche, c'est qu'il me fait confiance. Ah oui. J'ai un budget de temps, fais-moi une moto. Ou j'ai pas de client et je fais la moto et c'est un SG. Et quand tu dis carte blanche, ça veut dire que ils te disent pas la couleur, ils te disent pas le moteur, ils te disent pas. Rien. Ah ouais. Ouais, rien. Incroyable. Ouais. Et tu as déjà eu des réactions. Tout était bonne. Ouais. Tout était bonne. Après, ils te connaissent. Ouais, après la plus grosse, parce qu'on on saute tout de suite des années, mais la SG5 où j'ai été, qui a été partout dans le monde, presque, et puis qui a tout gagné. Non, ça c'est la 4. Non, c'est la 4. Voilà, la SG5, elle est derrière toi. Ah oui, oui. Voilà. Malheureusement, cette moto était pour un client. C'était un très bon client. Je lui ai fait plein de motos, ce monsieur, et ce monsieur, c'est quelqu'un qui voulait rester très discret. Et j'ai dit, OK, on fait cette moto, mais faut que je la montre, toi. Je vais faire un truc vraiment de... Voilà. Donc, il m'a dit, OK. Donc, je me suis lancé. Il n'y a pas eu d'acompte, il n'y a rien eu, parce que c'était la 6e moto que je faisais, donc aucun problème. J'ai pris sur moi, et je l'ai fait en 6 mois. La plupart des gens se disent, ouais, il y a 2000 heures sur un travail, sur une année. Non. Moi, c'est 2000 heures sur 6 mois. Tu y vas en 6 mois. Et encore 6 mois. Bref, et 1 mois avant la présentation, la femme de ce monsieur m'appelle pour me dire qu'il est décédé dans un accident de voiture. Oh. Donc,
cette moto, elle a une saveur différente. On parlait de carte blanche, parce que j'avais carte blanche, mais il n'a pas eu le temps de la découvrir, quoi. Voilà. Donc, puis après, elle a eu le succès qu'elle a eu partout, quoi. Ah ouais, donc ouais, elle a une vraie histoire, celle-là. Ouais, c'est là l'histoire. Ouais, C'est pour ça qu'elle est toujours là, du reste. ouais. Ok. Voilà. On remonte un petit peu Ouais, on revient, avant, on on revient, revient avant. on revient où Voilà. on en était. Quand tu fais Grimaud et tout, T4, ça existe déjà ou pas? Non. Non. Alors, T4, ça a toujours existé. Parce que mes raisons sociales sociétés, ça s'appelait T4. Le bar, il s'appelait pas le T4. Mais la raison administrative, c'était le T4. Mais alors, forcément, je vais te demander pourquoi. Ah ben, parce que on voulait pas ouvrir un bar à la base. On voulait ouvrir une boîte de nuit avec mon ami, qui aurait dû s'appeler le Terminal 4. T4. Pourquoi Terminal 4? Parce que c'est la dernière phase de la journée. Tu te lèves le matin, midi, l'après-midi, le soir. Quatrième phase. Terminal. Voilà. La boîte aurait dû s'appeler Terminal 4. Et c'est pas fait. Et j'avais déjà inscrit la raison sociale T4. Et c'est toujours resté T4. Et après, ben, j'ai gardé ce T4, quoi. Voilà. C'est quelque Ça chose. n'a rien à voir avec la moto. Ouais, ouais, c'est quelque chose qui. C'est quelque chose de ma vie à moi, d'avant. Et voilà, j'avais le logo. J'ai un autre ami à moi qui m'avait fait le logo. J'adorais ce logo. Donc, j'ai dit, on garde. Je le garde. Puis voilà. Comment ça se passe du coup après Grimaud? Après Grimaud, je reviens. Tu fais un prix, tu fais quelque chose à Grimaud? Non, je suis non, touriste. Je suis arrivé le vendredi soir avec mon pote. On a roulé samedi, dimanche, on est reparti. C'était vraiment, je connaissais personne et rien du tout. Enfin bref, en touriste. Donc 2009. 2010, je remodifie la moto. Je retourne à Grimaud et là, je vois ce qui se passe. Bon, toujours rien gagné, hein, voilà. J'ai toujours au bar, je travaille toujours au bar. Et je refais encore une saison en 2011 où je commence à gagner des événements en Suisse, 2-3 événements en Suisse, et où je fais des top 10, hein, pas la première place, mais des top 10. Et là, je prends goût à ça. Et là, fin 2011, je dis: «Bon allez, maintenant je vais repréparer une autre bécane». Et c'est la SG2. On arrive à 2012 et 2012, je prends une décision. Non, c'était 2011. Je prends une décision, je mets mon bar en gérance. Donc je trouve un gérant, je mets mon bar en gérance. Tout le monde sait, quand tu mets une société en gérance, on te paye. Donc on me payait et j'avais toute ma journée pour faire ce que je voulais. Donc autant te dire que là, j'ai commencé à faire la moto. C'est là que ça a démarré à 100 dans mon atelier qui était dans un sous-sol, sous un immeuble, hein. Et j'ai pas pignon sur rue, hein. C'était dans un garage, dans un immeuble, dans un garage. Mais bon, il faisait 90 mètres carrés, le garage. Donc 90 mètres carrés pour mes amis suisses. Euh, et j'ai commencé comme ça à plein temps. Ce garage, je l'avais déjà il y a bien longtemps. Et c'est là que j'ai sorti la SG2. Et c'est la première moto qui a commencé à gagner. Et j'ai gagné première place dans ma catégorie à Grimaud en 2014. C'est mon premier prix à l'international. C'est là que ça démarre, c'est en 2014. Où il y a une vraie Où il y a commencé une visibilité. visibilité, où les magazines s'intéressent à moi. Avant, personne ne me connaissait. Personne. Avant 2014, personne. Deux choses que je voulais te demander quand je t'écoute. On parle beaucoup de la construction, on parle beaucoup de la modification, de faire des motos. À côté de ça, est-ce que tu roules? Est-ce que tu as, au-delà de fabriquer des motos et de faire des motos, est-ce que tu as une passion aussi sur les balades? Est-ce que tu roules avec les copains? Est-ce que Alors, tu as... oui, j'adore rouler, hein, comme tout le monde. Hein, tu as cette sensation de liberté que tu retrouves dans 3 endroits. Moi, je retrouve parce que je viens aussi du monde de la montagne à la base. J'en ai pas parlé, mais en tant que Suisse, tu vas me dire, mais j'ai fait beaucoup de ski, de snowboard, enfin tout ce qui est sport d'hiver, je maîtrisais bien le sujet. J'ai même été moniteur et tout. Donc, j'ai retrouvé dans la balade moto la même liberté que j'avais dans le ski ou le snowboard en montagne. Cette sensation de légèreté et de liberté. Voilà. Donc, je pense comme les gens ont dans le surf sur l'eau, que moi je ne pratique pas, mais voilà, il y a plein d'autres trucs où tu as cette liberté. Mais voilà, la moto, j'ai vraiment trouvé cette sensation. Et ça, c'est une sensation, une fois que tu goûtes à ça, je pense que tu peux pas t'en passer. Tu roules avec les copains.
Tu Alors, roules solo. je roulais beaucoup avec les copains. J'ai gentiment moins roulé avec les copains parce que j'ai des copains qui ont changé de marque. Ça m'intéressait plus, tu vois? Voilà. Et puis eux aussi, on a tous des vies qui font, que la famille, les enfants et tout le machin. J'ai commencé à moins rouler, donc j'ai commencé à rouler solo et heu et j'adore rouler solo. Et si je dois rouler avec des potes, faut qu'on roule avec la même catégorie de moto. J'irai pas rouler avec, parce que moi j'ai que des anciennes. Donc j'irai pas rouler avec un gars qui a une injection puis qui va, Road glide. ouais, ça c'est le problème, c'est que c'est pas que j'aime pas, c'est que, bah, lui, il va gazer plus, c'est normal, il va devoir m'attendre. Moi, si je prends la WLA qui est là, ça va pas être la même chose, tu vois? Non et surtout que c'est ma moto préférée, c'est celle que j'aime le plus rouler. Donc bon, bref, donc voilà, heu et puis ça dépend les années, comme cette année, j'ai très peu roulé malheureusement. Alors, je pense que dans une grande majorité, au-delà sûrement de toi des raisons aussi pro, mais il y a aussi les raisons météorologiques qui ont été particulièrement dégueulasses cette année. C'est ça, c'est ça. Donc, ouais. Donc voilà, ça dépend. T'as fait des grands trips en moto? Oui, j'ai fait des grands, oui, oui, j'ai fait des oui, oui, oh là là, j'étais au Cap Nord. Ouf, ah Ouais, 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 j'étais ah au oui, Cap Nord avec une Electra, ok. voilà, à 13,40, hein, pas injection. Donc c'est mon plus gros, road trip. Après les autres road trips, ouais, c'est descendre de Genève dans le sud de la France, à Marseille, ce genre de choses, voilà, c'est pendant la route de Napoléon, c'est des choses comme ça, voilà. Ou après, voilà après il y a aussi un truc, c'est que, bah, j'ai des enfants, j'en ai 3. hem, Tu peux pas faire comme tu veux, ce qui est normal, attention, je suis pas en train de me plaindre, hein, mais voilà, Ça change. bah, bien sûr. Alors j'ai autre chose pour faire des road trips avec les enfants, voilà. La bagnole est toujours là, la passion de la voiture est toujours là, donc j'aime bien les hot rods et j'ai un hot rod et j'ai toujours ma coccinelle, bien sûr, donc j'emmène mes enfants, et tu un peu le même esprit, je vais même dans des meetings, certains meetings à Harley, avec ma cox, hein. Voilà. Est-ce que par exemple le Cap Nord, qui est quand même c'est incroyable Ouais, comme ouais, ouais, road trip, tu le fais avec des copains, oui. Ah oui. organisé et Ouais, tout, ouais. Ah oui, oui, oh là là, oui, là, c'est organisé, c'est précis, c'est carré, parce que si tu as la moindre merde, faut que tu puisses, ça fait un bout, hein, et puis il fait froid. Donc oui, oui, c'est tout organisé et tout. On était 3 bécanes, vraiment organisées avec des pièces de rechange, enfin, comme que tout le monde part, voilà, tous ceux qui font des road trips savent très bien. bon souvenir pour ça, Très, très bon souvenir. Très, très bon souvenir. des galères, Non, même pas. tout s'est super bien passé. 13-40, c'est fiable. Ouais, c'est fiable, tout s'est bien passé, mais rien, pas une crevaison, rien, rien. Tout nickel, les 3 bécanes, on est arrivés, mais comme des papes. J'en ai un de 13-40, mais moi qui est sur les Evo 2, il est de 98. Ouais. Et tu vois, j'ai depuis peu un early shovel, j'adore, mais c'est vrai que le 13-40, c'est vraiment une moto. Ouais, ça c'est C'est pour pas pareil. En fait, non, non. je peux pas comparer. Je comparais pas, mais c'est vrai que moi, mon 1340, c'est vraiment une moto. Ce moteur, il est puissant, mais en même temps, tu peux rouler, tu sais, cool. Enfin, Ouais, c'est top. Bah, c'est un super moteur, franchement, l'Evo 1340. ouais, C'est un super moteur. ouais, c'est vraiment une C'est moto. pas mon préféré, mais c'est un super moteur. Ouais, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est moins, peut-être moins vivant. Enfin, tu vois, le Harley, tu sens vraiment plus. Alors, Ouais, alors moi, c'est encore plus vieux, moi. ouais, ouais, Moi, c'est le après, Panhead. ouais, bah, j'ai pas conduit, moi. Ouais, le Panhead, pour moi, c'est le moteur plus cool à rouler. Il a un son différent. Et quand tu le fais bien, quand tu l'as bien équilibré, ouais, moi, j'adore. Après, Oui, chacun oui, aime ce oui, qu'il oui, c'est veut. subjectif, hein, Ouais, c'est oui, propre à chacun. bien sûr. Mais ouais, ouais, du coup, toi, c'est le pan. Après, c'est sûr que c'est des motos, c'est, c'est, pour certains, tous, ils y voient quelque chose de très compliqué. Enfin, moi, je vois là, tu vois, avec mon Harley depuis que je l'ai, même si c'est 66, tu vois, mais malgré tout, j'ai les vitesses au jockey, j'ai un démarrage au kick, j'ai, tu vois, Mmh. tout ce qui est pour des gens qui font de la moto. 80% des gens, peut-être même plus, vont te dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu Ouais, vois, mais c'est justement là, c'est cool. pourquoi tu te compliques la vie alors que. Mais c'est vrai que ça là-dessus, je comprends. Après, ouais, j'ai pas encore conduit des moteurs plus anciens que celui-là, Mmh. mais je me doute bien Ouais, tu vas kiffer. il doit y avoir des choses, Ah ouais. il doit y avoir des choses incroyables. Ah non, c'est top, c'est top. Ok, 2014, Stéphane Grand Arrive avec les SG. arrive avec les La SG. SG2.
La IG2 se fait connaître un peu Ouais, plus dans le milieu. À ouais. l'époque, tu me parles de magazines, et c'est vrai qu'à l'époque, les magazines avaient une place importante Ah oui, dans le ah oh que custom. oui, voilà. Ouais, 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 les magazines, en France, ils étaient déjà bien implantés. Il y en avait plusieurs, même s'ils appartenaient beaucoup au même groupe. Mais en toile, freeway, custom, bref, il y avait en Italie, il y en avait plusieurs, en Allemagne, en Hollande, bref, il y avait de quoi faire, quoi. Bon, bah, c'est une autre époque, hein. Voilà. Ouais, le presse-papier était Ouais, ouais, la encore, presse papier. avait une Bon, place moi, j'adore importante. toujours la presse papier, mais bon, ouais, c'est Il y en a sûr que moins. Il y en a moins. Comment ça se passe du coup après ça? Est-ce qu'il y a une bascule vraiment? Est-ce que tu commences à avoir des premiers clients? Est-ce oui, que oui, oui. toi, dans ta tête, tu avais déjà... Bah, moi, je suis tombé dans ce milieu, hein, voilà. Et en 2014, où j'ai présenté la SG2, qu'elle a commencé à gagner plusieurs concours, dont Grimaud et d'autres, hein, où les magazines ont commencé à m'approcher, faire des petits reportages, des trucs, là. Et bah, après, c'est la fièvre, quoi. Tu as envie de créer, tu as envie de faire. Alors, j'ai continué à créer, j'ai fait. Et en 2015, c'est la seule année où j'ai fait pause parce que j'ai la naissance de ma fille. Donc, forcément, hein, voilà. Et puis, elle est née au mois de juin. Donc, tout ce qui est l'été, les meetings, bon, bref, voilà. Puis même, ma femme est enceinte, je ne vais pas la laisser, voilà. Donc, c'est logique, les motos, Enfin, là, voilà, mon voilà. fils, il est né en juillet, donc tu vois, Bah, voilà, cet tu vois. été... Donc, tu mets pause. Donc, 2015, ça a été pause. Et voilà. Mais je continuais. Là, je faisais des motos pour des clients déjà. Donc, j'avais des clients qui venaient, je faisais des préparations, des montages. Toujours pas ce que j'appelle la grosse préparation, des montages, montage de pièces, dépouiller une moto, du cadre, refaire les trucs, voilà. Changer la fourche, les machins, tout ça. Donc, j'ai commencé à faire. Mais ça, par contre, c'était pas des SG, on est d'accord? Non, non, ça, c'est pas léger. Bah, après, c'était la grosse folie à l'époque avec les sporters. Donc, j'avais beaucoup de clients dans les sporters que j'ai fait. Ce Hem, bon vieux 1200. ouais, 1200, ouais. Et et après ça, après coup, j'ai fait la SG3. Alors la SG3, c'est 2017. Ah oui, il y a quand même pas mal d'années qui se passent entre... Ah bah, 2015, je fais Ah oui, tu fais 2014 la rien jusqu'à la SG2, pub. 2015 je fais rien, Ouais. 2016 je construis la SG3, je fais toujours des meetings, hein, et je la présente, en 2017. Heu, bon là, bien sûr, la SG3 déjà, elle a tourné aussi, elle a fait beaucoup de meetings, elle a gagné. C'est une moto qui a été invitée, elle est même partie à Dubaï, elle était invitée à Dubaï, hein, donc j'ai gagné beaucoup de choses avec cette moto, dans toute l'Europe. C'est celle-là, on est d'accord, Non, hein. ça Non. c'est après celle-là. Ah, c'est la 4, Voilà. celle-là. Ah oui. Et la 4, alors ça c'est encore une autre étape. La 4, c'est la même année, en fait, c'est 2018 la 4, celle-ci. Alors celle-ci, elle a fait une tournée le monde. La 3, c'était celle qui est revenue sur le Bon Coin? Ou pas? Non? Non, c'est la Non. 2. Ah, c'est la... La 3 était vendue il y a pas longtemps aussi. Parce que le propriétaire m'a appelé pour dire qu'il la vendait. Il m'a donné les coordonnées du nouveau propriétaire. Il est vers Gap, le nouveau propriétaire. La 3, c'est aussi un moteur sur base d'un Knochenel, mais SNS. Et avec un châssis de cheval, avec des gros pneus de hot rod un peu plus carrés. Là, ils sont un peu plus ronds, ceux-là. Ils sont encore plus gros, ceux-là. Et c'est une moto qui a fait de la presse, qui a fait... Voilà. Là, on me commençait déjà un petit peu à me connaître. Mais là, vraiment, on m'a connu, c'est celle-ci. Deux choses. Déjà, quand tu arrives dans ce milieu-là, comment ça se passe? Ton entrée? Parce que je commence un petit peu à me caresser un peu par les podcasts, par les rencontres que je peux faire. Autant les gens sont toujours très ouverts, je trouve, dans la grande majorité. Tu discutes avec eux, ils sont très accessibles, ils sont très cool. Autant de l'autre côté, quand tu rentres un peu plus dedans, j'ai l'impression que c'est quand même un milieu un peu fermé. Mmh. Alors, je vais être très honnête. Heu, jus Jusqu'à la 3, j'étais dans mon milieu à moi. C'est-à-dire que j'étais avec mes potes. Je m'ouvrais, enfin, c'est pas que je m'ouvrais pas, heu, je suis quelqu'un un peu timide, donc j'allais pas vers les gens. Si on venait pas vers moi, j'avais de la peine à aller, donc c'est pas une question que je voulais pas. Donc mais j'avais mes potes, on était là. Je connaissais encore pas, je commençais à connaître deux trois personnes, mais sans plus, tu vois? Hem Et c'est après que ça s'est ouvert. Après, c'est avec la 4, c'est beaucoup plus ouvert. J'ai rencontré des gens. J'ai ren
Mais c'est aussi parce qu'elle a passé partout. Hum. La 4, elle a gagné. Et puis peut-être que on se rendait compte de tout ce que tu avais fait aussi qui te donnait une légitimité Voilà. en se Donc disant là, tu commences à connaître des gens dans la presse, tu commences à connaître des gens, d'autres professionnels, parce qu'à cette époque, il y en avait pas mal. Euh, Tu commences à connaître, voilà. Et puis bon, il y avait tous ceux d'avant, avant moi, dans les années début 2000 jusqu'à 2010, qu'on fait des bécanes. Euh, euh, voilà. Alors moi, je les connaissais pas beaucoup. En tout cas, les Français, pas peu. Moi, c'est des Américains que je regardais. Indian Slary, c'est mon mentor. Euh, bah, quand je vois tes cadres. ouais, moi, je suis très inspiré d'Indian Slary. Après, les années ont fait que j'ai eu la chance et puis de fréquenter, même, devenir presque ami un peu. On s'écrit des messages avec Billy Lane, tous des mecs qui ont côtoyé Indian Slary. Donc, moi, c'était mon idole. Euh, donc, les Français, je les connaissais pas beaucoup. Mais à partir de 2000, après, à partir des G4, j'ai commencé à connaître les Français. Qui faisaient des belles bécanes, hein, qui ont fait des bécanes à l'époque d'enfer. Hein. On va pas sortir les noms maintenant, parce qu'il y en a plein, mais bref, voilà. Et en 2018, j'ai sorti la 4. Et là, ça a été L'explosion. le raz-de-marée. Parce que, après, moi, quand je sors des motos, je regarde pas les tendances, je regarde pas ce que les gens font. Bien sûr, tu t'inspires d'autres motos. Tu vois des trucs, ah, c'est pas mal comme il a fait. De Dieu, ouais, mais si je pourrais faire ça comme ça te donne des idées. Ça sort pas tout de ma tête uniquement. Mais tu prends tout le monde prend des idées des autres. Tu prends des idées, tu refais pas la même chose, mais ça t'inspire pour d'autres choses. Donc, je sais plus ce que je disais. Et à partir de la 4, le Voilà. moment Et où ça là, explose ça a vraiment. explosé, où la 4, ben, elle était. La 4, entre 2018 et 2019, elle a fait le tour du monde. Ouais. Alors justement, la transition, elle est bonne par rapport à ce que tu dis. Juste, on coupe un peu sur la chronologie. Mhm. Et je voudrais que tu m'expliques comment se passe le processus du coup de Stéphane ou dans la tête de Stéphane au moment où tu te dis, allez, je crée une nouvelle SG. D'où ça part? Est-ce que tu as un moteur et un cadre et après... Non, alors, au début, c'est des cadres que je modifie, comme la SG4, là, ou avant la SG3, c'est des cadres d'origine, où je modifie presque pas grand-chose sur les cadres. C'est à partir de la 4 que ça commence à faire des cadres. Donc, non, alors, depuis la 4, j'ai des idées pour 10 motos. Voilà. Toutes les motos que je fais jusqu'à maintenant, j'ai déjà les idées déjà avant. Les formes, les trucs, j'ai déjà. Euh, Donc, pour ça, je m'inspire pas vraiment d'autres préparateurs. Mais t'as pas J'ai mis de... ma touche à moi, en fait. T'as pas de... Genre, t'as pas un truc où tu fais un croquis, un Non, dessin, tu te je dis... suis nul en dessin. Non, je suis nul en dessin. c'est dans ta tête C'est dans ma tête et tu retranscris... et je retranscris ce que j'ai dans ma tête. Est-ce qu'il y a des trucs qui ratent? Bien sûr. Ouh là là. Bien sûr qu'il y a des trucs qui ratent. Il y a des trucs, tu fais une pièce, tu es complètement torché, ça va pas du tout. Non, ben, oh oui, oui, oui. Parce que, aussi, pourquoi il y a des trucs qui ratent, contrairement peut-être à d'autres professionnels, moi, c'est pas mon métier. Je suis rentré là-dedans par passion. Donc après, on l'a pas évoqué, mais pendant cette période-là, quand tu commences à créer des motos, tu commences à être limité parce que tu as des idées 10 fois plus violentes que ce que tu es capable de faire. Donc j'ai pris des cours du soir. Ok. J'ai commencé à faire des cours du soir de soudure, donc j'ai commencé à faire des cours du soir de soudure, mais tout type de soudure, titane, tout ce que tu veux. J'ai passé des diplômes en Suisse, donc j'ai l'équivalent d'un CFC, d'un BAP en France, hein, j'ai passé des diplômes. Après la soudure, j'ai dit non, mais maintenant, il faut que ça tourner. J'ai passé des diplômes de tourneur-fraiseur. Tu vois, donc j'ai chaque fois, parce que j'étais limité avec mes mains, les idées, je les avais. Donc j'ai passé plein de diplômes parce que j'avais l'envie de faire en cours du soir, hein, bien sûr. Parce que la journée, il faut travailler, hein, donc je gagnais de l'argent. Et en fait, je m'améliore tout le temps. Voilà, c'était pas mon métier de base. Donc j'ai toujours en train de m'améliorer. Donc oui, des choses qui ont raté, il y a des choses qui ont raté. Et j'ai repris, j'ai recommencé. Mais tu vois, d'un côté, tu me dis que tu sais pas dessiner, comme si, l'art ne faisait pas partie de ta construction.
Mais moi, pour moi, tes motos où elles sont connues mondialement et elles réussissent parce que c'est des chefs-d'œuvre artistiques. Au-delà, c'est ce que tu disais. Alors, je critique pas du tout les préparateurs qui font de l'assemblage de pièces ou des choses comme ça. Il y a des choses qui sont, enfin moi, qui sont très cool. Ah oui. La nouvelle mode mais en daily, peut-être qu'un jour, tu vois, la nouvelle mode du club style, Ouais. il y a des trucs qui sont sympas. Oui, non, mais il y a des sacrés bécanes, il y a attention. des, Il y a des préparations au niveau pièces. Ah ouais, qui Après, sont- c'est des pièces en CNC, hein, c'est tout Mm. de l'ordinateur, hein, c'est Ouais. pas du fait main. C'est ça. Moi, je reste à l'ancienne. Ouais. Moi, j'adore faire de mes Ouais. mains, quoi. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que c'est deux mondes différents. Oui, et tant Tu mieux. vois, et voilà. Mais il y a des trucs sympas. Mais c'est vrai que, ouais, toi, on sent qu'il y a. Enfin, quand on regarde des motos, moi, je me rappelle de celle-là que on avait bien regardé avec un pote au salon. Quand tu regardes tout, quand tu connais un peu comment ça fonctionne, un petit peu, tu regardes tout, tout est souvent modifié au final. Tu vois, Ah, ben, il y a peu de il choses y a très peu de pièces que tu qui modifies restent pas. d'origine pour celles qui existent déjà. Et toutes les autres, c'est entièrement fait main. Ça n'existe pas. Et c'est des motos, à ce niveau-là, c'est des motos uniques au monde. Il n'y en a pas deux, quoi. Comme, je parle pas que pour moi, hein, il y a d'autres préparateurs, hein, attention. C'est des motos uniques au monde. Donc, après, l'art, j'ai de la peine à parler de ça parce que, ouais, tout le monde m'a dit que c'est de l'art. Eh oui. Alors oui, alors je me suis fait, oui, ok, c'est de l'art. Mais quand j'y conçois pas ça comme une... Enfin, Oui, oui, pour toi, peut-être maintenant. tu te vois pas comme un peintre ou un sculpteur. C'est ça que Voilà, tu veux dire. exactement. Ouais. Voilà, je me vois comme quelqu'un qui construit son délire. Et combien de temps, à peu près, entre. Parce que c'est des motos que tu roules après, un peu avec ou Ouais, pas? alors, toutes les motos que je fabrique, Roule. elles roulent. Ouais. Après, stop. Je te parle pas du confort, je te parle pas de tout ça. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Elle démarre, tu mets la vitesse, tu pars, elle roule. Punchlos. Moi, voilà, ma ligne de conduite, elle est là. Est-ce que sur les SG que tu as vendus, il y en a qui ont un peu plus roulé avec ou la plupart les mettent dans les salons? Non, non, alors, la plupart, les mecs roulent. La SG2, elle roule. Elle vient d'être vendue sur le Bon Coin. On en a parlé avant, il n'y a pas longtemps. Le mec l'a roulé. Je l'ai vendu en 2015, hein, en 2024. Elle a roulé. La G3, elle roule. La G4, elle roule. Entre deux, il y a eu la Bitwitou. La Bitwitou, moi, je roulais avec, mais la personne qui me l'a acheté, il l'a acheté pour la mettre exposée. Donc, il m'avait dit, je vais rouler avec, mais il n'a pas roulé avec. Il l'a vraiment acheté. Lui, c'était quelqu'un qui appréciait le côté artistique et qui était dans le milieu artistique. Donc, son grand-père a été sculpteur. Il y a même une sculpture qui est au musée du Louvre. Donc, c'est quelqu'un qui vient de l'art qui me l'a acheté. Voilà. Donc, l'habitude, voilà. Après, il y a eu la SG Chopper, elle roule, celle-là aussi. La SG6, elle roule, elle est en Suisse. La SG7, elle est là. Ça, c'est à moi. Je la vends pas. Ça, c'est la mienne. Ça, c'est mon trip personnel. Tu la vendras jamais? Peu de chance. Sauf si. Voilà. Sauf si la personne, elle donne vraiment ce qu'il faut donner. Sauf si la Voilà, à un personne, elle moment donne donné, le il faut chèque. être logique. Ouais. La G7 là. La G8, tu l'as vu au Salon de Lyon. Là, le dernier Salon de Lyon, c'est une moto qui était prévue pour moi pour rouler, pour aller dans les meetings pour rouler. Elle était achetée. Donc voilà. Et Je l'aurais bien acheté. voilà. Et la 9, la 9, elle est en vente. C'est une moto pour rouler. C'est celle que j'ai fait avec le moteur Ultimate 1600 que tu as vu avant. C'est une moto pour rouler. La 5, non. Je dis cash. Elle démarre et tout. J'ai roulé avec, mais elle est très, très compliquée à rouler. C'est une moto, c'est un exercice de style. On va dire, voilà, c'est une œuvre d'art. L'embrayage est très compliqué avec les vitesses et le frein. C'est tout sur une seule pédale en mécanique. C'est une position, la moto. Non, la moto, elle est compliquée à rouler et tout. Donc, c'est Tu débrayes et après tu freines, c'est ça? Exactement. Ouais. Sur la même pédale. Ouais. Mais c'est du mécanique. Ça se fait déjà. Il y a des potes à moi qui roulent comme ça avec, mais c'est en hydraulique. Tu peux régler différemment l'hydraulique. Là, en mécanique, c'est déjà un peu plus compliqué.
Et puis, elle a des suspensions pneumatiques, tout spécial. Ouais. Là, t'as plus de frein moteur, quoi. Non, exactement. Et puis, t'as qu'un frein arrière à tambour. Ah, c'est une moto de show. On est bien d'accord. C'est une moto de show. C'est une pièce. Voilà, c'est ce que tu viens de dire. C'est une pièce d'art. Voilà, termine. Et oui, et du coup, est-ce que tu as toujours mis à peu près le même temps pour les faire, ou il y en a que tu as fait plus rapidement que d'autres, Je ou vais de plus en plus vite. Ok. Plus l'année passe, plus ça va vite. Ok. Parce que tu sais faire plus de choses aussi? Ouais, parce que je maîtrise maintenant le sujet. Et, euh, et j'ai les motos qui devraient mettre du 3000 heures, voire plus. J'arrive à les faire en moins de 2000 heures. Mais Parce- c'est toujours, ouais, c'est toujours 2000 heures, ça représente quoi? Ça représente par rapport à toi le temps que tu peux Moi, travailler? 2000. Alors, la plupart des motos, quand je les crée, je fais pas une moto où je mets 12 ans à la faire. Non. Moi, quand je me mets dessus, je me mets dessus. Donc, 6-8 mois, elle est plombée. Et je fais 2000 heures, voire peut-être plus pour certaines, mais pas beaucoup plus, euh, en 6 mois, quoi. Ok. Là, je suis en train d'en faire une qui sera la plus grosse moto que j'aurais fait. Je vais mettre 2000 heures. Celle que j'ai eu la chance Tu as de pu voir, mais voir. que les autres ne verront pas pour le Ouais. moment. Et pourquoi tu dis la plus grosse que tu aies jamais fait? Parce que j'ai été loin. Ok. En fait, cette moto, à part le bloc moteur, et même pas la boîte, par le bloc moteur, tout, mais tout est fait à la main et tout, il n'y a rien qui existe. C'est pas une pièce qui est achetée et modifiée. Il n'y a rien qui existe. Par d'un bout de métal, ça n'existe. Donc, ouais, ça, là, ça va très loin. Il y a le bloc moteur qui n'est pas touché. Enfin, il est touché, mais Mais oui. Mais voilà. tu l'as pas construit. Non. Ouais. Alors, les cylindres non plus, les culasses, mais c'est modifié. Voilà. Le reste, même la bloc de boîte, c'est pas d'origine. Ok. C'est pas. C'est toi qui vas le créer. Ouais. C'est déjà créé. C'est déjà créé. Ouais. Ok. Donc tu me dis, tu avances un petit peu au fur et à mesure en fait de ce qu'il y a dans ta tête. Mhm. Quand je te disais qu'il y avait des choses ratées, est-ce qu'il y a des choses ratées aussi en termes d'esthétique des fois? Est-ce que tu vois, tu as un regard très poussé là-dessus? Est-ce que tu le penses vraiment? Est-ce qu'à des moments tu dis non, ça en fait finalement ça ne matche pas, faut que je le Non, refasse? non. Non? Alors, pas à ce niveau-là. C'est au niveau où je loupe la pièce. Et je dois la recommencer. Parce que j'ai loupé un processus. Où j'ai utilisé un matériau qui finalement, il ne correspond pas parce qu'il va se casser. Donc, voilà. Mais au niveau esthétique, non, j'ai toujours été. Le truc qui me fait, c'est qu'au bout d'un moment, la moto, je la trouve fade. Parce que je suis dessus depuis 2000 heures. Et je la trouve, ouais, elle est belle, mais je me dis, ouf, bon, ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Ouais. Et du coup, tu laisses comme ça ou tu... Oui, parce qu'après, je raisonne, je dis, non, ben bon, Dieu, tout ce que j'ai fait, gna, gna, gna. Non, elle est cool, elle me plaît. Voilà. tu penses déjà à la prochaine en fait? Ah, mais j'ai toujours une. En fait, quand tu finis une moto, il y a peut-être d'autres choses que tu aurais voulu faire encore plus loin. Et je le fais pas parce que peut-être je suis limité dans le temps. Parce que quand tu fais une moto, enfin, moi, mon cas, quand je fais une moto, euh, j'ai envie de la présenter à un endroit. Donc, je me donne une date limite. Pour moi, j'aimerais bien la présenter là. Parce qu'à un moment donné, tu regardes aussi des endroits où tu vas aller pour une question de quand tu veux gagner quelque chose. Quand tu fais une moto, tu sais, bon, parce que faut pas se leurrer, tu sais que dans ta tête, tu peux finir dans le top 5, tu tentes l'aventure. Donc, quand tu tentes le truc, tu vas aller dans des endroits où il y a quelque chose à gagner. Je veux dire, quand tu as passé 2000 heures sur une moto, de ton temps, au final, c'est de l'argent. Donc, tu espères un retour quand même. Soit un retour client, parce que tu vas aller dans un endroit que les gens vont te voir à travers divers réseaux, parce que c'est des endroits très communicatifs. Il y a de la presse ou il y a de la télévision, voilà. Ou parce qu'il y a un beau lot à gagner, tu dis, ouais, ça pourrait être une belle compensation. Ça fait toujours plaisir, hein. Je pense, hein. Enfin, moi, je parle pour moi et je pense que je parle pour tout le monde, là. Après, celui qui dit pas ça, je pense qu'il n'est pas honnête. Ah, mais je pense que la reconnaissance déjà
psychologique, enfin, Voilà. des gens, déjà, c'est La cool. reconnaissance, oui. Et c'est ça, ça fait plaisir. Et puis la reconnaissance Mais bien matérielle, sûr, mais bien sûr. évidemment, heureusement. Oui, surtout qu'après aussi, tu sais, entre les années 2000 et 2010, il y avait tout. Il y avait le fric, il y avait la presse, il y avait tout. Je ne veux pas dire que c'était plus facile, mais presque. Maintenant, il n'y a plus rien. Donc, pour sortir du lot, faut y aller. Faut faire des motos de taré. Faut aller dans les endroits qui te coûtent de l'argent pour y aller, parce qu'on ne paye plus. On donne plus de défraiement. Il y a quasiment très peu d'endroits où on te donne quelque chose. Il existe encore, heureusement. Là, dans 2 semaines, même pas, je suis invité en Italie, où là, tout est payé. Heureusement. Mais donc, pour ces choses-là, voilà, ça coûte du fric. Comment tu l'expliques ça? Est-ce que tu l'expliques parce que les gens se sont habitués? Ou Non, est-ce que tu l'expliques c'est aussi? la conjoncture actuelle. Ça n'a rien à voir aux gens, ça n'a rien à voir aux préparateurs. C'est la conjoncture a fait qu'il n'y a plus de pognon, enfin moins qu'avant. La presse écrite, elle s'est cassée la gueule parce que les réseaux, voilà. Donc tout ça fait que il y a beaucoup moins de choses. Donc mettre en avant un préparateur, maintenant, c'est dur. Donc ceux qui arrivent à se mettre en avant, c'est parce qu'ils se mettent en avant grâce à leur travail. Qu'à l'époque, c'était aussi le travail, mais il y avait beaucoup de structures pour te mettre en avant, tu vois? Donc maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc chapeau aux mecs qui arrivent maintenant, à avoir avec des belles motos, parce qu'après, il y a aussi le contre-coup du réseau. Les réseaux, c'est comme les influenceurs, je compare. Il y a beaucoup de gens qui font de la merde, mais qui sont bons au réseau et qui arrivent à vendre de la merde. Et il y a des mecs très, très bons qui sont très peu visibles parce qu'ils sont pas là-dedans et qui font des choses d'exception. Mais moi, c'est un peu pour ça que j'ai lancé le podcast, tu vois. Ouais. C'est que moi, l'idée, c'est d'aller chercher aussi ces personnes-là qui sont pas dans la com. Ouais. Mais là, je te parle pas que du custom et Non, du non, Harley. c'est général, je te Je parle parle. de la moto Ça, ouais, et de puis façon. même hors moto. Ouais. Ça peut être n'importe quoi. Ouais. Oui, c'est Oui. le problème. Mais tu vois, il y a des gens que. Enfin, moi, l'idée de mon podcast, parce que tu vois, j'aurais pu me dire, je veux un podcast où je veux gagner de l'argent avec. Bah, si tu réfléchis en termes stratégiques, vaut mieux que j'aille interviewer, je sais pas, Zarco, Quartararo, Mais totalement. des gens comme ça, qui vont avoir du coup un Mais aura bien pas sûr. pour être connus, que si je prends la moto en général, et attention, c'est pas du tout méchant ce que je vais dire, Non, mais je mais comprends. peut-être que dans la moto en général, les plus de 2,5 millions de motos, peut-être qu'il y en a plein que Stéphane Grand, ils ne connaissent pas. Mais c'est pas qui peut-être, c'est sûr. Ça, c'est clair et net. Et voilà, mais pour autant, tu vois, sur tous ces gens-là, que ce soit toi, que ce soit d'autres, et encore toi, comme je te disais, dans le milieu du custom, en tous les cas, je pense que T4, c'est sûr, Stéphane Grand, peut-être que les gens ne connaissent pas ton nom, ton prénom et ton nom, mais en tous les cas, T4, je suis persuadé que les gens l'ont vu passer. Il y a des motos, moi je me rappelle de périodes, celle-là, Ouais, c'est sûr. sur les réseaux, je ne pouvais pas ouvrir Instagram, scroller 10 fois sur mon fréquence moteur, qui du coup ne suit que des trucs de moto, sans la voir. Ouais, non, celle-là, elle a fait beaucoup. Mais c'était incroyable sur tous Ouais, surtout, donc, voilà, tes motos, en tous les cas, peut-être que c'est cool, c'est aussi la reconnaissance que tes motos te mais- précèdent. Enfin, tu vois, qu'on Mais ça connaisse fait plus tes motos mais que ça fait bien sûr que ça fait plaisir. c'est toi. Tu vois, c'est clair. j'imagine que pour toi, c'est le but un peu. Ah oui, c'est mes motos, c'est pas moi. Mmh. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, la limite un peu des réseaux, pour continuer sur ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, ouais, il suffit que tu sois très bon en communication. Voilà. C'est ça. Donc, que tu parles bien, que tu aies le bon matériel, que tu saches un peu. Plus aujourd'hui, tu as des algorithmes, tu as des trucs que tu peux suivre, fait que tu vas être beaucoup plus visible et donner beaucoup plus de rayonnement que ouais, le petit mec comme toi qui a son garage à côté de sa maison et ouais, non, Ah qui oui, va oui, pas avoir totalement. l'habitude de. Enfin, t'es comme moi je suis des années 80, toi un petit peu avant, mais oui, déjà nous deux, on n'a pas le réflexe. Et moi, je le vois pour tout ce que je fais aujourd'hui, même pour Fréquence Motor. Des fois, c'est passé, je me dis merde, putain, j'aurais dû faire une photo. Mais tu vois, j'ai pas le réflexe. Oui, oui. J'ai pas ce Ah, mais truc-là. moi, je suis totalement comme ça. Je sais pas faire. Des fois, il se passe une semaine avant que je mette un truc sur le réseau. Et puis, moi, je peux pas être tous les jours à faire ça. Et puis, après, moi, je vois le truc, c'est que je me dis, les gens qui suivent ma page, par exemple, Instagram, ils ont envie de voir des choses intéressantes. Ils ont pas envie de voir un mec je sais pas, qui fait une photo avec un casque, quoi. Comme beaucoup l'on voit pour faire du contenu. Moi, ça me fait chier. Je suis pas comme ça, j'ai pas envie. Alors, j'essaye un petit peu de temps en temps, parce qu'on m'engueule de l'autre côté, on me dit, putain, mais mec, quelque chose, mais. Ok, alors je commence à mettre 2-3 trucs, mais c'est pas moi à la base. Ouais. Voilà. De toute façon, on peut pas aller à l'encontre. Enfin,
tu vois, de l'autre côté, par contre, juste pour finir sur ce chapitre-là, mais de l'autre côté, je veux pas non plus critiquer, même si le fond de ce qu'ils font, les influenceurs, n'est pas forcément quelque chose qui me parle à moi. Il n'empêche que le travail que ça demande, Ah oui, oui. quand tu fais quelque chose que tu dois mettre de la communication dessus, comme moi par exemple le podcast, le travail qu'ils font tous les jours, à tous les jours produire quelque chose, Ah non, faire quelque chose, c'est du temps. C'est du temps, c'est on des peut idées. critiquer le Ah fond, ouais. on peut critiquer la forme, peu Ah ouais. importe, mais en tous les cas, le travail qui est fait pour ça, moi je sais que ça m'épate. Des fois, quand je regarde des gens et que je vois que tous les jours, ils vont aller rouler, il y a un copain qui va les filmer, Oui, oui. ils vont mettre un truc, les machins, la photo, l'autre, etc. Franchement, Non, mais c'est du temps, c'est du taf. du taf, c'est du Ah non, et moi, j'ai pas de temps pour Ouais, ça. ouais, non, Ça, mais c'est voilà, clair et enfin, net. Ça, c'est clair. bref, Voilà, on ferme la sujet parenthèse. clos. On ferme la parenthèse de ça. Aujourd'hui, du coup, donc tu me disais que pendant un moment, tu avais eu un garage. Oui. Alors après, à l'époque de la SG3, j'ai ouvert un garage pignon sur rue, donc à Genève, donc un vrai garage où les gens pouvaient venir, ils me commandaient des pièces et tout ça et tout ça. Et ça m'a vite saoulé. Pourquoi? Alors, je vais être méchant, mais j'ai des gens qui venaient me parler, me voir, et, et au bout d'une heure de conversation de pièces, qui me commandaient un porte-clés à 5 balles. Et je me suis retrouvé avec pas assez de temps pour faire mes motos, plus du tout, à faire que des boulots qui m'intéressaient pas et à louper des boulots. Ah, je dis une connerie, hein. Je sers une pièce, le gars arrive, on parle pendant 2 heures, je viens voir la moto, merde. Bon, ben j'en étais là, ok, ça c'est bon. Et j'ai oublié de serrer la vis. Et ça m'est arrivé. Donc tout ça a fait que, à un moment donné, je dis stop, non, c'est pas ça que je veux faire. Et j'ai eu la chance, avec la notoriété, que mes motos, elles se vendaient à l'international. J'en ai vendu dans plusieurs pays, même outre-Manche. Donc à un moment donné, je me dis, mais j'ai pas besoin d'avoir un pignon sur rue et j'ai pas envie de faire. Après, je pouvais à ce moment-là, j'ai pas envie de faire du service, j'ai pas envie de faire. C'est pas mon métier. Moi, j'aime créer. Donc, j'ai dit stop à tout ça. Et c'est là où j'ai fait l'autre atelier, ou là où on est. Voilà. Où là, je fais vraiment, c'est de l'intimiste. Les gens, ils viennent, on discute, on prend le temps. Quand les gens, ils sont plus là, j'ai beaucoup moins de monde qui passe, bien sûr. Mais j'ai des jours où je suis concentré dans la moto, enfin, dans ce que je suis en train de faire, du matin au soir. J'ai pas ma concentration qui descend. Et j'arrive à finir des trucs nickel. Et ça a tout changé. Voilà. Et j'ai eu le temps de faire ça juste avant le Covid. Tant mieux. Mais tant mieux. Avant, c'était en 2019, quand j'ai commencé à changer le garage. Et heureusement, parce que comme ça, au moins, T'étais à la maison. j'étais à la maison et puis j'ai pas eu tu sais, le blocage, les loyers, le bordel, enfin tout. Parce qu'en Suisse, c'était compliqué, hein. Il n'y a pas eu autant d'aide comme en France, hein. Voilà. Donc, bref. Donc, voilà, c'était beaucoup mieux. Après, les clients venaient beaucoup moins. C'est normal. Mais ça m'a fait encore employer un mot un peu violent, ça m'a fait du nettoyage, hein. Ouais. Et je regrette pas du tout. Quand on voit tes motos, le travail et tout, forcément, il y a un prix qui va avec. On en parle de la création de pièces, de tout ça. La plupart de tes clients, comment ils sont arrivés? Comment ils sont venus vers toi? Est-ce qu'ils sont venus par la notoriété que tu avais à travers les magazines et tout? Ou est-ce que c'est des gens qui t'ont connu plus, toi, Stéphane, en tant que personne? Ouais, alors non. Mes clients ne sont absolument pas venus grâce à ma notoriété. Mes clients sont venus parce que je me suis fait des clients. Comme dans l'art. Là, je rejoins l'art. C'est que tu vas chercher le client. Tu te vends, tu démontres ce que tu fais, et après, la notoriété finit le travail. C'est que la notoriété dit: «Ah ouais, mais tu dis ouais, OK, il a fait ça, putain, il est connu là, là, là. Ah, il était là, il était invité là». Ah ouais, parce que les 70, je parle en France, en Suisse, hein, 70, donc les 70 de mes clients n'ont jamais été dans un meeting. N'iront jamais dans un meeting et au final ne viennent pas forcément du monde de la moto.
Donc, non. Les meetings, je les fais pour mon plaisir personnel. Comme j'ai dit avant, en espérant aussi gagner des choses. Et surtout, en premier lieu, pour voir certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont devenues des amis très chers avec le temps. Et j'ai envie de les voir. Et pour les voir, c'est des gens qui habitent au coin de l'Europe. Hein. J'en ai en Italie, j'en ai en Belgique, enfin j'en ai surtout en Belgique, mais j'en ai en Italie, j'en ai en France. Et ces gens-là, bah, on se voit régulièrement dans ces moments-là. Et ça, c'est des moments pour moi qui sont très importants. Très, très importants. C'est le plus important. Les meetings, pour moi, c'est ça le plus important. C'est retrouver les gens que j'aime. Ouais, ça c'est clair. Voilà, ça c'est le plus important. Dont Pépé, que tu as Dont vu, mon ami Pépé, au téléphone. voilà, qui m'a appelé juste avant, à savoir que je crois qu'on s'appelle tous les jours, toute l'année, il n'y a pas un jour où on ne s'appelle pas. Ma femme, elle me dit, c'est ta deuxième femme. Bref, salut Pépé. Mais voilà, mais on est devenus amis. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Ils disent, mais toi, vous faites des motos, vous êtes concurrents. Non, pas concurrents. On se ressemble. C'est notre passion. On fait ça par passion. Et on est devenus amis. On s'est rencontrés dans des meetings. Mais on est vraiment devenus amis à cause d'une galère. Si jamais, avant que tu m'expliques cette galère, Ouais. si jamais il écoute cet épisode, je pense qu'il y a de fortes chances du coup qu'il écoute cet épisode, Peut-être. qu'il n'hésite pas à m'envoyer un message s'il a envie d'en faire un, parce que j'adore son travail aussi. Ah ben, tu sais quoi, après l'émission, là, on l'appelle. Ok. Pas de problème. Ouais. Explique-moi cette galère. Écoute, en 2018, j'étais avec la G4. Il y avait, à l'époque encore, c'était la dernière fois qu'il y a eu du reste, il y avait les championnats du monde qui avaient lieu en Allemagne, à Cologne. Et je connaissais déjà Pépé, bref, mais on connaissait le meeting. Salut, ça va? T'as qu'on passait un peu de temps, mais sans plus. Enfin. Et je me suis retrouvé à Cologne pendant une semaine tout seul. Et lui, il habitait à 1 heure de Cologne. Donc, il venait tous les jours. Et puis, on s'est liés vraiment d'amitié, vraiment à ce moment-là. Et fini le meeting, fini le championnat du monde. Dimanche soir, je rentre, je mets la moto dans ma voiture. J'avais un van à l'époque avec une suspension pneumatique. Et j'étais avec ma femme et un autre ami. Et j'ai ma suspension pneumatique qui a pété. Donc, le van posé par terre et les pneus dans l'aile, sur l'aile. Tu ne peux plus avancer. C'est fini. J'avais la moto, j'avais tout le bordel. Enfin, bref. Je vais t'épargner les détails. Pépé m'a pas lâché jusqu'au milieu de la nuit. Il est resté avec moi. On a appelé les dépannages tout le long. Bref, ça fait que j'ai vu l'âme de Pépé Lazzara. Quelqu'un de... Tu peux compter sur lui. Et depuis ce jour-là, on ne s'est plus lâché. Mais plus lâché. Tous les meetings, on fait l'histoire ensemble. Comme je viens de te dire, on s'appelle tous les jours. On se connaît, nos femmes se connaissent. Enfin, bref, on est devenu... c'est pas un copain, c'est un ami. Il a une couille en Belgique, parce qu'il habite en Belgique. Il a une couille, demain il m'appelle, je prends la bagnole, je monte. Voilà, c'est devenu un ami. En plus, vous avez même si vous êtes dans deux styles différents, vous avez aussi, en termes de qualité, de travail et tout, vous vous rapprochez un peu là-dessus. Oui, non, tout à fait. Le travail sur ces motos sont aussi... sont splendides, ces motos. c'est incroyable. De toute façon, il n'y a pas de miracle. En termes de chicanos en Europe, il n'y a personne d'autre que lui. Il y en a plein qui essayent de le copier, par contre. Mais... Oui, bah après, c'est aussi une reconnaissance. Quand on essaye de te copier, c'est que t'es... Totalement. C'est que t'es tout en haut. Exactement. Non, puis c'est quelqu'un de très bien. Mais ouais, non, mais c'est important aussi, même, tu vois, d'avoir ce côté-là que tu me transmets un peu sur les préparateurs et tout, et se dire que, bah, évidemment, comme dans la vie de tous les jours, il y a des affinités qui se font pas, j'imagine, mais qu'il y a quand même une famille oui. proche. Après, et soudée que vous retrouvez. Il y a d'autres préparateurs que j'apprécie aussi beaucoup, qui sont devenus des copains, des amis aussi. Donc, non, il y a que ce soit en France ou en Italie. Ouais. Il y a des préparateurs avec qui tu es sur le plan des motos, où tu es un peu en concurrence avec eux sur les concours et tout? Ouais, peut-être. Après, concurrence, je sais pas comment dire ça. Non, parce que chacun a son style différent. Donc, c'est une concurrence, oui, mais parce que tu es dans un concours. Donc, oui, c'est concurrent. Mais tant qu'il n'y a pas le concours, tant que tu n'es pas devant le podium avec l'annonce,
Moi, j'y pense pas. Ou, avec l'expérience, tu sais aussi. Tu sais, tu dis: «Ouais, non, là, ce qu'il a fait, c'est beau, c'est bien fait. Ouais, lui, ça va être mon concurrent direct ou pas. Ou moi, non, non, je suis complètement à côté par rapport à lui. Lui, elle est vraiment» ça, tu sais dire on sait dire, bien sûr. Dans les concours qui se passent, normalement. Alors, justement, justement, tu vois, au même temps que tu me dis ça, c'est drôle parce que j'étais en train de penser à ça. Et déjà, je pense que toi, tu connais du coup très bien ce milieu que je ne connais pas du tout. J'étais que spectateur de tout ça. Mais Mmh. Le concours, le concours, the concours. dans tous les rassemblements, j'imagine qu'en fonction de la grandeur du festival ou du rassemblement forcément, il doit y avoir des niveaux différents Oui, oui, bien sûr, bien sûr. entre des petits Oui, rassemblements. oui, Alors, complètement. te fais pas des mini non plus, mais ceux que tu fais, et puis oui, Vérone Oui, ou bon, ce genre de Vérone, c'est choses. la vitrine de l'Europe. Ouais. Je veux dire, Vérone, c'est le plus gros salon européen. Voilà, c'est simple. Quand on dit aujourd'hui, on entend que le Salon du Deux Roues de Lyon, en termes d'influence et en termes de grandeur, rattrape Vérone, tu es d'accord avec ça ou... Alors, je parlais que de la partie que je connais, hein, du Ouais, custom. ouais, bien sûr. Non, on n'en est pas à Vérone. Par contre, cette année, le salon de Lyon était, pour ma part, hein, était génial. A été génial par différents acteurs, bon, malheureusement, un qui a disparu, enfin 2 qui ont disparu. Voilà, après on va pas revenir là-dessus. Mais ça a fait que le salon de Lyon 2024 était exceptionnel. C'était génial. Donc, maintenant s'ils reprennent sur ces bases-là, il peut que être bien. Voilà, il y a des personnes qui ont été là cette année, qui ont posé des bases, qui ont été géniales, comparé aux autres années, hein. Les autres années, c'était moi, à la base, je revenais plus OK. parce que j'ai trop été déçu. Après, attention, organiser un salon pareil, c'est du boulot. J'aimerais pas être dedans, hein, parce que, je suis pas en train de critiquer ce qui était fait avant. C'est du boulot. Il faut voir comment ça a été fait, quels moyens ils avaient à disposition. Attention, je critique pas, pour ma part. Dans le custom, c'est quand même. Mais voilà. Il y a quand même beaucoup de gens qui vont plus au salon. Faut le dire. Oui, oui, oui. Mais Alors, j'espère que. cette année était top. Alors 2025, pour l'instant, j'ai aucune info, donc j'en sais rien. Mais s'ils se prennent sur ces bases-là, je vois pas pourquoi ils seront pas bien. Hmm. Après, voilà. Mais pour toi, il y a quand même encore une marche À Vérone? par rapport à Ah ouais, ouais, Vérone. non, mais alors, je pense que pour rattraper Vérone, c'est pas possible maintenant. Ah, C'est ok. plus possible. Ah, ok. Parce qu'on n'est pas dans les meilleures années, bien sûr. Pour n'importe qui, hein, même pour Vérone, hein. Mais tu vois, pour autant, je vais pas parler en termes peut-être de chiffres parce que vous encore, c'est différent. Tu peux potentiellement retrouver des clients, mais sur la partie custom, vendre une moto pendant le salon du deux roues dans la partie custom, il ne doit pas y en avoir beaucoup, je Oui, il y pense, en hein. a, il y en a. Ouais, Il y ouais. en a. Après, ça dépend le niveau du custom. Oui, ouais, Si c'est une moto qui est vraiment, prévue pour rouler, qui a un contrôle technique et tout, sans problème, ouais. tu peux vendre. Mais par contre, de l'autre côté, du côté concessionnaire, je sais que c'est très compliqué sur les années. Pour autant, de l'autre côté, il y a de plus en plus de gens qui viennent au salon. Tu Oui, vois, oui, c'est non, mais drôle. En termes en d'influence, termes d'influence, oui, oui. Non, mais, les ventes ah baissent, ouais, ouais. ce qui Non, non, est mais le le salon reflet était de la voilà, société, ce qu'on disait. voilà. Mais par contre, de l'autre Oui, côté, oui, oui. plus en Non, plus mais de gens qui le viennent. salon celui cette année était vraiment génial. Moi, j'ai passé un super salon. Il y a eu du monde, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir. Moi, j'avais un super beau stand. Ouais, Donc, magnifique. je dis déjà 1000 merci parce que ça, c'est grâce à Manu. À Manu et l'équipe du salon, bien sûr, hein, ils étaient plusieurs, que ce soit Lisa, Manu, Franck, tous ces gens qui faisaient partie de l'organisation, hein, ont fait que cette année, j'ai été super bien, heu, mis, comme on dit, quoi. Donc voilà, pour moi, c'était génial. Donc et il y a eu du monde. Mais je sais qu'il y a eu du monde même pour les autres marques. Donc oui, c'est un salon qui attire bon. C'est le numéro 2, hein. Hmm. Il y a Ferron numéro 1, ça tu fais ce que tu veux, et 2 c'est Lyon. Et en une année, ils ont réussi à reprendre le custom donc si ça continue sur la lancée, ouais, ça peut arriver au niveau de Vérone, bien sûr. Revenons au concours. Ouais, Les concours. les concours.
je sais pas comment tourner la question. Est-ce que c'est des vrais concours? Est-ce qu'il y a des endroits, c'est des vrais concours? Il y en a d'autres où c'est un peu les amis, les Là, copains. je vais me faire des ennemis, là. Tu me poses une question dure. Alors, on va pas donner de nom, Non, ah non, surtout pas. mais, Je donne pas de nom, mais il y a mais on va clair et pas, net, on va- il est clair et net, c'est clair et net qu'il y a eu des magouilles, mais à 100%. Que ce soit des magouilles financières, je te parle pas de quelqu'un qui a payé, mais de sponsors, des gens qui ont mis de l'argent dans l'événement, donc ils vont faire passer peut-être une certaine autre moto, mais ça, mais je te le dis, je l'ai vécu, hein, attention, hein, c'est pas, ok, j'ai gagné tous les plus grands concours internationaux, je les ai gagnés, à plusieurs reprises même. Tant mieux, je suis hyper heureux d'avoir réussi ça, on te hein, récompense de attention, ce que hein, tu fais. attention. Mais j'ai appris des choses parce que bah, forcément, vu là où j'en suis, bah, je connais maintenant, comparé au début, beaucoup de monde. Donc les gens parlent et moi, j'ai pas ma langue dans ma poche, hein. Donc quand je vois un truc qui merde, je le dis, hein, parce que ça me fait chier. Je suis assez honnête pour ça, donc je dis les choses. Mais je dis les choses aussi quand elles se passent bien, hein. Donc oui, il y a eu des concours pipés, quoi. Pipés. Des concours que tu as perdu toi? Enfin, que tu as perdu ou tu as pas eu Alors, là. non. Bah non, forcément. Alors, non. Oui, il y a des concours que j'ai gagnés moi. Alors, c'est pas que j'aurais pas dû gagner, hein, je les ai mérités. Mais pendant le concours, il y a des motos qui ont été placées à des, heu, des places qui méritaient d'être beaucoup plus hautes. Ça, c'est clair et net. Heu, Après, il y a d'autres concours où j'ai participé, où j'ai pas gagné et j'aurais pas dû gagner. Ça, c'est clair. J'avais ma place, mais il y a d'autres motos qui auraient dû être aussi un peu plus hautes. Ça, c'est clair. Voilà, après, mais ça se voit de moins en moins. Après, c'est très dur de faire un concours, hein, les juges et tout. Mais ça se voit de moins en moins. Il y a des gens qui font des gros efforts pour des concours, qui arrivent à mettre en place des bonnes personnes. Je vais pas dire de nom, hein, mais il y a des concours, depuis une année ou 2 où les gens se sont vachement investis au niveau des juges, qu'ils ont invité des juges qui étaient impartials, qui savaient de quoi ils parlaient surtout. Donc là, il y a quelques événements maintenant où les juges sont vachement bien. Donc ça, c'est en train de baisser. Et puis peut-être aussi, peut-être grâce aux réseaux sociaux, c'est que les mecs qui commencent à faire moins de grosses magouilles parce que putain, comment ça se voit tellement fort. Et puis les gens ils parlent et bah, ils se payent la honte à un moment donné. Je dirais non mais ouais ouais, il y en a eu beaucoup que j'ai vu des yeux de mes yeux, que j'ai participé. Ouais, tu te dis. Il y en a même un que j'ai gagné, heu et je l'ai gagné, comment t'expliquer ça? Je le méritais largement de gagner, mais il voulait quand même mettre quelqu'un d'autre à un moment donné, question de financement. Mais les juges ont gueulé en disant: «C'est hors de question que vous mettez lui, lui, mais il est largement au-dessus» et je gagne finalement pas gagné. Mais il y aurait pas eu ces juges-là qui étaient très influents à ce moment donné, voilà. Ouais. Alors je vais pas te parler de qui, quoi, Ouais, comment. On donne pas de nom, on non, donne non, non, rien. mais on donne pas de nom. C'est Mais pas le but voilà. du podcast, mais c'est plus de comprendre Mais oui, ce oui, milieu-là que je connais pas non plus. malheureusement, ouais et les pires concours qu'il y a plus heureusement, c'était ceux qui étaient, où les préparateurs jugeaient entre eux et là, Bah, si t'aimes pas l'autre. ah bah, ça c'était c'est et ça je peux le dire parce que, il méritait que je le dise, ça c'est le dernier championnat du monde. Ah ouais. Une catastrophe. À Cologne, là, ce que À tu dis. Cologne, j'ai jamais vu un jugement aussi honteux que ça. C'était une honte. Je te parle pas des premiers. Les 3-4 premiers, ils méritent largement, ils sont au-dessus de l'autre, ils sont au-dessus de tout le monde. Mais clair et net, en 2018, quand j'étais avec celle-là, ça, il n'y a pas à discuter. Alors, il y a des trucs, mais et j'étais dedans, hein. Donc, enfin, j'étais dedans. J'avais une moto Ouais, tu participais. et j'ai eu un classement et où j'ai fini, ça a été un truc de dingue. Et 2-3 ans après, il y a des gens qui sont venus me parler sans savoir que c'était moi. C'était une honte. Parce que là, tu finis combien, du coup, avec celle-là? Alors, à Cologne, au championnat du monde, tu as des catégories. Puis après, tu as une catégorie qui s'appelle le freestyle, c'est toutes catégories confondues. D'accord. C'est la catégorie, si tu veux être champion du monde, c'est cette catégorie-là, faut être. Bon, je m'étais inscrit sans être champion du monde. Je suis lucide, hein. Voilà. Mais c'est un top 10.
Et j'avais quand même pas mal de chances d'être dans le top 10. Bref, tu as 50 places. Il y a 50 motos inscrites. À savoir que les 10 dernières, c'est des scooters. Mais qui sont super bien modifiés. Hein. Ils mettent des Lambretta, des trucs tout gravés, des très très belles. Hein. Attention. Ça reste des 2 roues. Voilà. À cette époque-là, cette moto, j'ai quand même jeté un pavé dans la mare. Hein. Donc, je me pointe là-bas, je m'inscris, et c'est en préparateur qu'on s'inscrit. J'étais avec Pepe Lazzara, il avait sa moto, et tu juges toi les motos. Puis après, il y a d'autres. Après, tu juges toi. Puis après, il y a des juges officiels qui sont là et qui rejugent aussi avec leur voix. Puis après, tu as les derniers mots. C'est les ordinateurs qui ont le dernier mot. Donc déjà. Je la fais très courte. Tout le monde m'avait dit, ouais, t'es dans le top 10, t'es dans le top 10. Même des juges me disent, ouais, tu seras peut-être 7, 8, 9. Moi, j'étais super. Et 8e, 7e, 8e au championnat du monde, j'étais, waouh, putain, toi, je n'ai de nulle part à la base. Hein. J'ai fini, parce qu'après, ils t'envoient les résultats bien après. Hein. Ouais. J'ai fini 49e sur 50. 49e. Donc, les mecs m'ont éjecté. Je me suis fait éjecter. Et après, j'ai su par qui, par quoi, comment. Je ne vais pas en revenir là-dessus, mais je me suis fait éjecter. Les gens ne voulaient pas de moi. J'ai trop foutu m'a trop parlé de moi. C'est ta grande gueule, entre guillemets, qui a fait que... Ah non, je suis pas grande gueule du tout. Non, mais qui a fait on a qu'on trop t'a parlé de éjecté. cette moto. Ah, ça les a pas plu, ça leur a pas plu. Ça leur a pas plu. Et il y avait une certaine catégorie de préparateurs qui étaient là, qui étaient tous potes entre eux, qui ont tous voté entre eux. C'est pas des Français. Hein, pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est pas des Français. Donc voilà. Donc là, je me suis fait éjecter. Donc c'est là où j'ai compris que, oula, ouais, non, mais attends, c'est comme en politique, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Après, ça serait aussi, je pense, utopique peut-être des fois de se dire que de toute façon, Voilà. à partir du moment où il y a concours humain... Ouais, mais là, c'était spécial. Ouais, là, c'était l'extrême. Hein. Ouais, les autres sont pas comme ça. Hein. Ouais, Attention. ouais. Les autres, il y a peut-être une moto ou une ou deux qui mériteraient d'être soit un peu en dessous, soit un peu au-dessus. C'est tout. Pour ceux qui ont quelque chose à dire. Après, il y a plein d'autres où les classements sont justes. Attention. Hein. Heureusement, c'est la plupart. Hein. Mais tout le monde aura toujours quelque chose à dire. Voilà, moi, il y a des endroits où j'ai pas gagné. Je suis pas en train de jouer ma vie. Hein. C'est voilà, surtout quand c'est des endroits où tu gagnes, tu vois là des médailles, j'en ai, je sais plus les foutre tellement que j'en ai. OK, tu gagnes une médaille. Maintenant, la personne, elle voit ta moto, elle fait son propre jugement. Le public, ils aiment ta moto, ils aiment ta moto. Que tu sois premier, deuxième, troisième, cinquième, c'est ta moto qui compte. C'est pas toi, hein. Toi, sur le podium, c'est ta moto qui compte. C'est ce que tu es capable de faire qui est important. Tu as quand même, quand je t'écoute depuis le début, entre aller rouler à 130 avec tes mobs sur Oui. l'autoroute, faire de la course auto, faire tu vois, des motos toutes seules et faire des concours pour gagner. Oui. Pas bête. Tu as quand même un petit côté compétiteur. Ouais, peut-être. Ouais, mais tu sais quoi? Je pense que ça te pousse en avant. Sûrement. Comme les défaites te poussent vachement en avant. Hein. Une défaite te pousse plus en avant qu'une victoire. Hein. Donc, moi, je suis venu de nulle part. C'est pas mon milieu là-bas. Donc, j'ai dû me créer, et c'est moi tout ce que j'ai fait là, je dois à moi, à personne d'autre. Est-ce qu'à un moment, quand tu te lances, si on remonte un peu le temps de T4, peut-être le moment où vraiment tu te dis « Ah yes, ça part, je commence à avoir des commandes », est-ce que tu es conscient de ce que tu peux faire et de te dire que tu vas arriver à ça? Non. Ou est-ce que tu pars là-dedans en te disant « Je vais faire des motos », un peu comme tu t'es lancé dans les coques, un peu comme tu t'es lancé dans les je trucs, me et suis puis lancé là-dedans parce que on ça verra. me plaisait. Et puis on verra. Non, non. Non, t'avais pas ce truc-là, te dire « Attends, moi, Non, je vais non. réussir. Ah non. Les T4, on va le Ah connaître non, tout mondialement. ce que j'ai on fait va- jusqu'à maintenant, c'est fait par enchaînement et ça continue et c'était pas du tout prévu. C'était pas. L'année dernière, je me suis fait interviewer par la télévision italienne à Vérone. T'es interviewé par. Et puis c'est la TVA, c'est la télévision comme TF1 en France. Hein, c'est pas un Ouais, truc. une grande chaîne. Voilà. Mais j'aurais jamais pensé me faire interviewer parce que je crée une bécane pour une télévision, tu vois.
Donc, j'ai jamais pensé à ça. On n'est pas aux États-Unis, hein. Ouais. On n'est pas aux États-Unis. Et encore, aux États-Unis, maintenant, ça a vachement calmé. Mais voilà. Je suis peut-être pas au bon endroit, justement. Comme d'autres de mes confrères. Ouais. Après, il faut quand même des gens comme vous en Europe pour que l'Europe. Ouais, mais l'Europe nous met des bâtons dans les roues en permanence. C'est d'une violence, c'est extrême. Alors, je parle pas de en Suisse, qu'en Suisse, c'est une catastrophe. Ils ont plombé le marché du custom voiture et moto. Il y a quasiment plus rien qui se fait en Suisse parce que les normes sont devenues tellement violentes. Qu'est-ce que c'est justement pour reprendre un peu et que tu continues dans ce que tu nous dis, quelle est ta vision un peu aujourd'hui de tout ça? La politique, le contrôle. Ah, je te parle sur la moto, hein, Ouais, ouais, attention, hein, ouais, sur ouais. la moto, hein, soyons clairs. Le contrôle technique, les ZFE, les compagnies et tout ça. Ouais, qu'est-ce que je te dise? Le problème des contrôles techniques. À la limite, je suis pas contre qu'il y ait un contrôle technique. Soit. Mais qu'il y a un contrôle technique qui dit OK, ta moto, elle est sûre. OK, tu peux rouler avec. Voilà. On te prend 50 balles ou 80 balles. C'est du racket. Bon, c'est du racket, ils ont besoin de thunes, OK. Mais qu'on dise, voilà. Le problème, c'est que j'ai peur que la France va rajouter tous les 2-3 ans des choses pour qu'au final, tu puisses plus rouler. Donc moi, c'est ça qui me fait peur avec la France. La France. Il y a d'autres pays qui s'en sortent un peu mieux. Donc voilà, contrôle technique, c'est juste c'est du fric, quoi. Point barre. Voilà. Est-ce que ça te touche quand même en tant que Oui. préparateur sur ce que tu fais? Oui, 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 bien Parce sûr. que évidemment, qu'à un moment, même si tes motos, on peut évidemment, si on a de l'argent, bah, ou de l'argent ou pas, mais bref, les mettre dans un salon, c'est magnifique. Faut, si madame est d'accord. Ouais, voilà. Mais on peut aussi, comme tu disais, elles sont toutes roulantes. Elles sont aussi Oui. toutes faites plus ou moins, à part peut-être celle-là, mais sinon, elles sont toutes faites pour Oui, rouler. alors moi comment dire? Le seul avantage que j'ai, c'est que c'est des véhicules de collection de base. Donc pour l'instant, on me fout la paix. Voilà. Point barre. Maintenant, les 80 des gens ont peur du contrôle technique à tort. C'est-à-dire les 80 des gens qui roulent en Harley en France ont des motos qui passent le contrôle technique sans rien faire. Ouais, c'est sûr. Il y aura peut-être un petit Ils stressent souci. pour rien. Il y aura peut-être un petit souci de pollution, je pense, après. Ouais, Mais après, c'est voilà. après. Mais à part Mais ça, sinon, oui. et c'est tout. Hum. Tous les gens qui ont un guidon modifié, un échappement, un carbu, enfin bref, une selle, un réservoir modifié, ça passe le contrôle technique, ils s'en branlent. Donc, ils flippent tous pour rien. Voilà. Après, il y a une autre catégorie, donc je fais partie, qui roule avec des véhicules vraiment modifiés. Bon, bah, ceux-là, ça, c'est la merde. En effet. Je veux dire, voilà, c'est. Mais, ouais, c'est pour prendre du fric. Ça fait combien d'années que les motos roulent en France et puis qu'il n'y a jamais réellement de problème? Non, mais c'est surtout qu'en Bon. plus, ces 20% dont tu parles, dont tu fais partie, dont maintenant, moi, je fais partie avec mon Orange Shovel, moi, ma moto, je la connais. Mieux que personne. Voilà. Et puis, tu sais quoi, on est en Harley, hein. On n'est pas en R1. Non, mais c'est Tu sûr. roules pas à 200 sur l'autoroute. Non, moi, quand tu es à 80, Voilà, je veux dire, à un moment donné, nous, c'est des motos de plaisir, des motos de balade. Alors, il y en a qui font des motos très, très. Les club style. Mais c'est une autre catégorie. Ça n'a rien à voir. Et les club style passent le contrôle technique. bah, pour certains, en plus de ça, moi, pour avoir beaucoup discuté avec Tariq, Andrea Coben sur Paris, lui, en plus de ça, il améliore les capacités. Alors, tous les autres aussi, Totalement, hein, mais bon, bien sûr. lui, parce que j'ai discuté avec lui, ils améliorent Ouais. les capacités de la moto. Ah, Meilleur complètement. freinage, meilleure suspension, Exactement. meilleurs pneus. Ben, c'est tu vois. ça. C'est ça. Donc, de toute façon. Les motos sont en plus plus sûres. Plus sûr. Non, ce contrôle technique, il n'y avait pas lieu. Mais bon, moi, je suis tout petit, hein, je peux rien dire. Hein. Ouais. Mais oui, ce contrôle technique, c'est une farce. Mais le problème, c'est une farce qui a plombé le marché. À l'heure actuelle, le marché, il est en berne totale parce que les gens ils ont encore peur de ce contrôle technique. Moi, j'ai encore des clients qui sont passés la semaine dernière avec un 1340 Fatboy de 93 d'origine. Il a juste changé de médecin, il avait peur de ne pas passer le contrôle. Donc, il y a un problème. Donc, quand tu vends un truc un peu modifié, des trucs, ben, les gens ont peur. Et je ne te parle pas de la géopolitique mondiale qui a fait aussi que c'est la cata. Donc voilà, donc ce contrôle technique, c'est une daube.
Ben bon, Ouais, faut faire avec. voilà. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le Donc, choix. Après, il y a les chemins de traverse, mais je vais pas en parler mais parce que c'est si quelqu'un a besoin d'un conseil, il vient m'en parler ou je peux lui faire quelque chose, mais c'est des chemins de traverse et puis des chemins de traverse que j'ai appris à connaître et comme d'autres. on peut pas les conseiller, mais si on veut les trouver, on peut les trouver. Exactement. Est-ce que ça va quand même impacter ta façon de faire les motos? Oui, oui, oui. Alors, léger, non, parce que j'en ai rien à cirer du contrôle technique. Mes motos perso, j'en ai rien à cirer du contrôle technique. Donc je continuerai à faire des shops, à faire des bobbers, à faire des shops, j'en fais pas beaucoup, mais des bobbers. Bah, là, je suis en train de faire un shop aussi. Voilà, elles n'auront pas de frein avant. J'en ai rien à cirer. C'est mon problème. Je veux me tuer, c'est mon problème. Ça me regarde comme moi. Donc déjà ça c'est clair. Maintenant la moto pour monsieur tout le monde, forcément, elle va peut-être un peu changer. Elle va penser au contrôle technique. Voilà. À côté de ça, ça me fait rebondir sur quelque chose, parce que là, tu parlais justement des noms, un peu des modes dans le custom Ouais. qu'on a donné. Tu te classes plus en bobber qu'en chopper. Par exemple, Oui. celle-là de SG avec un guidon comme ça, pour toi, c'est plus un bobber qu'un Oui, chopper? oui, oui, oui. Ouais. Moi, un chopper, c'est une longue fourche, point barre. Ah, c'est longue fourche, ok. Ouais, pour moi. Mais Ok. pour moi, avec mes yeux, Ouais, ouais, je dis pas que c'est peut-être le bon. Après, tu peux faire un petit shop avec son une longue fourche, avec un petit paned, avec légèrement une Springer, légèrement, voilà. Oui, ça peut faire un shop. Alors moi, mes constructions, c'est plus bobber. C'est plus bobber. Mais j'adore les shops. J'adore ça. Et j'en avais fait un en 2020, pendant le Covid. 2021, 2020. 2021, que j'ai vendu qu'à Paris, que j'ai regretté, puis j'en ai plus refait. Et là, je suis en train d'en refaire un. Là, les gens qui te suivent sur Instagram ont pu Ouais, ils ont voir pu déjà voir les premières vidéos. un prémisse. Où là, pareil, c'est des fourches que je construis moi, je fabrique tout moi, hein. Donc, et j'aime ça. Donc, le moins de trucs que je peux acheter, c'est pas une question de mieux c'est financièrement, c'est que je prends plus de plaisir, tu vois, à fabriquer. Donc, voilà. Comment tu vois, du coup, on parle un peu de ce côté aussi compliqué économiquement qui impacte ton activité. Pour l'instant, ça t'inquiète, toi, pour T4? Alors, ça m'inquiète, oui et non. C'est-à-dire non, parce que j'ai quand même une clientèle qui était sur l'art et j'ai une clientèle que j'ai été chercher depuis toutes ces années, qui me suit et que j'arrive à avoir un petit tournus. Donc ça m'inquiète pas trop. Après, ce qui m'inquiète, oui, c'est les entre-deux. La moto, qui a déjà une grosse construction, tu as déjà passé des centaines d'heures dessus. On parle de moto à 40 000, voire 50 000 balles, tu vois? On parle de prix, là. Bah, c'est des motos où les gens, ouais, là, je m'inquiète parce que déjà, ils mettront plus cet argent. Mais comment tu veux faire quand tu as passé déjà du 600-700 heures sur une moto? Tu vas pas la vendre à 20 000 balles, c'est pas possible. Donc, ça m'inquiète. Ça m'inquiète que les gens, voilà, ils vont sur le bon coin, ils regardent une moto à 8 000 balles, qui vient, peu importe d'où, je ne veux pas dire d'endroit, mais à 8 000 balles, et ils vont comparer ton cheval qui est à 8 000 balles là, ils vont comparer au tien, tu vends 30 000. Il dit: «Ouais, c'est cher». «Ouais, c'est cher». Mais moi, là, tout est neuf. Tout est refait à neuf. Il peut avoir une garantie. Par exemple, la dernière que je vends, il y a une garantie sur le moteur. Bref, c'est incomparable. Il y a déjà pour 20 000 balles de pièces. Ah, mais en plus de Voilà. ça, le problème Donc ça me fait inquiète. ouais, le problème des crises économiques comme ça, je discutais il y a pas longtemps avec Philippe, donc, qui est le patron de KS Motorcycle, qui vend des pièces. Et Philippe, il a toujours, en tous les cas, dans les échanges que j'ai eus, il a toujours aimé aussi aller chercher des fabricants de pièces en Italie, en Europe, aux États-Unis, qui fabriquent des pièces de qualité. Il me disait, j'ai beaucoup de motos parce qu'ils ont une petite partie garage entretien. Alors eux, c'est pas du tout du custom, mais ils ont Ouais, une ouais. partie entretien. Il me dit, on récupère des motos qui ont acheté des pièces, on va dire, moi je te dis, chinoises, Oui, oui, tu oui. vois, des repros, des machins où ça a cassé. Enfin, tu vois, Oui, oui, non, mais moi j'en ai eu on voit des des trucs comme ça. vidéos où les guidons Ah ils oui. cassent, où les pédaliers ils cassent. Du coup, là, par contre, c'est extrêmement dangereux. Parce que du coup, pour le pilote et puis pour éventuellement les gens qui sont sur la route, il y en a de plus en plus. Et qu'en fait, quand il parle avec les gens, il me disait, ouais, mais bon, vous, votre pièce sur votre titre, vous vendiez 400 balles. Et moi, là, sur
AliExpress, je l'ai trouvé Voilà. à 80 et Ouais, c'est mais ça, exactement les mêmes. c'est la même chose. C'est le même truc. On allait pareil. À la moto achetée, j'ai une connerie, hein, aux États-Unis, le mec dit ah, elle a 36 000 km. Et puis en fait, elle a 300 000. Elle était bidouillée de partout. Elle est pourrie, la moto, mais elle présente bien. Et puis ils te vendent ça à 8 000 balles. Tu dis putain, c'est pas cher, t'achètes ça. Mais toi, derrière, mais tu vas rajouter 10 000 dessus. Mais tu sais pas encore. Et au final, tu auras au même prix que ta moto. Voilà. Donc c'est le problème actuellement à cause de la crise mondiale, tout ça. Faut faire avec. Après, je sais pas si ça tourne un peu ces périodes. Est-ce que ça va tourner Peut-être. sur 15 ans et du coup, bah, Non, je pense pas que ça tournera sur 15 ans. Ça n'a jamais tourné. Il y a déjà eu plusieurs crises dans le monde. On en a vécu déjà, malgré nos âges, on a déjà vécu 2, 3 crises. Ça tourne. La problématique que je pense quand même, moi, qui m'emmerde, et je pense qui t'emmerde aussi, disons, même si c'est pas très poli, disons-le, c'est que dans ces années d'avant, quand il y a eu des crises, c'était pas rajouté les contrôles techniques, les Ah ouais, OFE et tout ça. ça c'est ça. Ça, par contre, c'est vrai qu'on Mais rentre c'est clair. dans une période où je trouve que ce qui est difficile, c'est que quand on vit d'une passion, ou même quand on pratique une passion, parce que même sans en vivre, toi, t'en vis, moi, je la pratique, et ben c'est dur en fait. Parce que c'est les moments d'à côté. Tu sais, moi, et je pense que comme toi et comme des millions de personnes, quand t'as passé une semaine de merde ou quand t'es en embrouille avec ta femme ou quand ci ou ça et que tu vas prendre ta moto, tu vas craquer ton kick et tu pars faire même 30 minutes, Ouais. c'est un C'est soulagement. ce que je parlais d'avant, le phénomène de liberté, où tu oublies les choses, si on t'empêche de faire ça, Bah, le problème, c'est que quand tu vas la craquer, que tu vas les rouler, tu vas te dire, putain, faut pas que je me fasse arrêter, faut pas que machin, faut pas... moi j'ai hésité à partir à cause de ça. J'avais même discuté avec ma femme. De France. Ouais, de quitter l'Europe carrément. Ouais. J'en parle encore. Et avec les réseaux sociaux, en plus, je trouve de l'autre côté, c'est que quand tu passes ton temps, comme moi, à regarder, alors, je peux pas bloquer tout le temps sur le téléphone, mais quand tu regardes un peu ce qui se fait outre-Manche et tout, tu te dis, mais mon Dieu. Ben alors, aux États-Unis, ils ont cette capacité. Bon, je sais pas comment monter ça, en guillemets. Donc, ils sont libres. Pas partout, mais à beaucoup d'endroits, ils sont libres, totalement libres. Dans notre milieu custom, je parle. Ouais, attention, on parle du custom, On parce parle qu'il de y a custom. plein d'autres choses qui Je parle de sont... custom, de Ouais. la façon de vie, la vie qu'on a choisie, entre guillemets. Donc, tu te dis, putain, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Tu fais quoi? Je reste là ou j'y vais? Je te parle pas de business, hein, je parle juste de la liberté de ce qu'est ta vie à toi. Tu es passionné de ski, tu vis en montagne, tu n'as pas envie de partir en Californie, par exemple, ou en Floride. On est bien d'accord. Tu veux rester en France ou en Suisse. Les montagnes sont là, il y a du boulot, il y a de la neige. Voilà. OK. Mais nous, dans Custom Moto, tout ça, la liberté, elle est où? Elle est un peu aux États-Unis. Il y a d'autres pays. Hein. Je n'irai pas en Asie, perso, mais il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre, mais l'Angleterre, là, on parle de politique. Financièrement, c'est très, très dur. Et aussi, ils ont la liberté avec leur véhicule. Ils ont un contrôle technique, mais alors, tu prends une Harley, tu mets un moteur de Honda dessus, c'est bien fait, ça passe. Donc bon, voilà. Mais tu vois, il y avait t'as cassé quand même un mythe, en tous les cas, autour de moi pour les discussions que j'avais sur la Suisse. Moi, on me disait qu'en Suisse, ils vérifiaient tout, mais par contre, que si c'était des pièces, entre guillemets, homologuées et tout, tu pouvais faire tout homologuer. Alors, il y a des pièces homologuées, en effet. Il y a des pièces homologuées. Le moindre truc que tu changes sur ta moto en Suisse, le moindre truc, tu dois avoir une homologation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois avoir un magasin ou un organisme suisse qui a homologué cette pièce pour ton modèle de moto. Ah oui. Voilà. C'est pas la pièce qui est homologuée par... Non, c'est pas homologué par le fabricant. Ouais, voilà. Donc, ça coûte très cher. À l'inverse, tu as un organisme en Suisse qui s'occupe d'homologuer. Ça s'appelle le DTC, Dynamic Test Center. Toi, tu es dans ton garage, tu veux fabriquer une voiture ou une moto, tu peux le faire. Si c'est fait dans les règles de l'art, et tu as payé ce qu'il faut payer pour l'homologuer, elle peut être homologuée. Tu peux créer ta propre voiture. Tu peux créer ta propre moto. Ça a un prix. C'est hyper cher.
mais que je suis hyper cher. Je te donne un exemple. Tu as un cheval. Les chevals, c'est des pinces bananes. En Suisse, tu veux pince banane, ça freine de la merde. Tu veux mettre des autres pinces, peu importe la marque. Eh ben, il n'y a rien qui existe en Suisse maintenant. Avant, tu pouvais. Maintenant, en 2024, tu peux mettre aucune pince, à part ta pince d'origine, en Suisse, parce qu'il n'y a personne qui les a homologuées. Moi, j'ai dit, bon, je suis un homologué. T'amènes en DTC. Pour homologuer la pince de frein à l'avant, ça coûte 3 500 €. Pour l'homologuer à l'arrière, ça coûte 3 500 €. Et une fois que tu as payé ça, et ça a passé le test, c'est homologué pour ta moto. Un cheval FLH. Si tu as un cheval FX, ben c'est plus homologué. Et si pendant le test, parce qu'ils testent, hein, ils font pas semblant, tu as une pièce qui pète, c'est pour ta pomme. Donc t'imagines le prix que ça coûte. Moi, j'ai des copains qui ont homologué des motos en Suisse. Juste, ils ont payé entre 50 et 80 000 juste pour l'homologuer. Bon, avec des grosses tartines, des cartes, des machins. Pour l'homologuer. Donc, tu vas vendre ta moto, quoi, 150 000. Ça se vendait avant. Il y a 10 ans, en Suisse, dans les années 2010, il y avait des entrepreneurs suisses, des gros magasins, ils vendaient les bécanes à 150 000. Nettement moins modifiées que maintenant, hein, parce qu'il y a 10 ans, ça modifiait moins que maintenant. Hein. Mais ça vendait. Maintenant, tu veux faire quoi? C'est invendable. C'est invendable. Donc, tout ça a fait que le marché suisse, ça a tué le marché suisse. Maintenant, tu as une moto récente qui se vend bien. Donc, forcément, ils ont fait des pièces homologuées, enfin, des pièces que tu trouves dans les catalogues. Ils les ont fait, par exemple, je suis obligé de citer la marque, mais Custom Chrome vendent des pièces qui sont homologuées pour la Suisse. Parce que eux, ils ont pris leur catalogue de pièces, ils ont dit, ce guidon-là, il peut se vendre sur, allez, je dis de quoi, une Dyna des années 2007, une moto qui s'est beaucoup vendue, ou pas, ou un 1340, peu importe. Donc, sur les motos qui sont bien vendues, ils ont homologué tout ça. Ce qui fait que tu peux acheter des guidons homologués pour ton modèle de moto, mais pas pour tous les modèles. Hein. Donc, la plupart des homologations en Suisse sont faites à partir des 1340 Evo. En dessous, il n'y a quasiment rien. Mais ça va être des guidons. Ça va être cale-pied. Ça va être des choses comme ça. Du moment que tu modifies le dynamique de la moto, c'est-à-dire châssis, fourche, frein, tout ça, tu dois faire ce que je t'ai dit avant. Donc, il n'y a rien qui existe. Donc, c'est très, très dur. Ouais, puis ça coûte trop cher. Mettre une fourche Springer sur ton 1340, tu peux pas en Suisse. Ouais. Mettre une fourche Springer sur un cheval, tu peux pas. Ouais. Sauf si c'est un 1340 Springer. Voilà. Loïc. Mais ça, en France, tu peux. Ouais. Tu vois, c'est là où je veux en venir. Ouais. La France et la Suisse, la France au niveau technique, c'est là. La Suisse, c'est là. Au niveau de ce que tu peux faire ou pas. Hein. Alors après, je pense qu'en France, c'est tellement compliqué politiquement et avec tous les gens que je pense que ils vont y aller. Ah, ils vont y monter. Mais oui. Enfin, je suis pas politicien, j'en sais rien. Ouais, mais moi, je vois bien le moi, truc. je pense que là, ceux qui passent des contrôles techniques aujourd'hui, qui vont l'avoir, je suis pas sûr qu'ils l'aient dans 4 ans. On est d'accord. Et c'est le problème. Et c'est le problème que le marché, il en berne. C'est que les mecs, là, oui, là, pendant une année et demie, oui. Personne ne sait ça. Alors peut-être qu'on aura la paix pendant 4 ans, parce qu'avec toute la géopolitique française est tellement pourrie, qu'ils vont peut-être foutre la paix au contrôle technique pour le moment. Et quand il y aura un nouveau président, peut-être que là, ça va être nouveau, je sais pas. J'en sais rien, je suis pas politologue, j'en sais foutre rien. Après, tu sais, je me dis, quand je prends de la hauteur aussi, je me dis, il y a des voitures qui roulent tous les jours avec des contrôles techniques, qui n'ont jamais vu un centre de contrôle technique. Mais ça, c'est la France. Parce que c'est privé. Et je me demande si au final, ça ne sera pas la même chose pour les motos. Mais bon, l'avenir nous le dira. Écoute, on a fait, je pense, pas mal le tour hein, de l'histoire de T4. Voilà, c'est pas mal. Moi, j'ai une petite question quand même pour lancer un peu la fin de l'épisode. Tu sais combien de temps ça fait qu'on parle? Non, aucune idée. 1h44. Ah ouais, merde, j'ai parlé là. Putain, j'ai pas entendu de conneries. Non. Est-ce que comment tu vois l'avenir de T4 aujourd'hui? L'avenir de T4, alors c'est pas comme je la vois, c'est comment je vais faire. Oui, comment tu vas faire.
elle va être orientée beaucoup plus dans l'art. Donc, je vais sortir moins de motos, mais des motos beaucoup plus extrêmes. Extrêmes. Une moto qui sort de mon imaginaire, quoi. Après, extrême, pas ça. Il n'y a que les gens qui pourront le dire. Et avec une source financière annexe. Parce que ça, c'est mon choix, moi. Je veux pas faire certains travaux sur certaines motos qui me passionnent pas. Comme j'ai dit depuis le début, je suis rentré dans ce métier par passion. Il faut que ça reste une passion. Donc, il y en a qui font plus de custom, ils font que du service parce que c'est leur choix. Moi, ce ne sera pas mon choix. Je préférerais arriver à faire autre chose où je gagne de l'argent dans un autre domaine. Il y a plusieurs domaines en études en ce moment. Dans un autre domaine. Et comme ça, quand je sors de ce domaine, j'ai toujours ma passion intacte pour créer. Pas que je passe la journée à faire des vidanges ou autre chose. Voilà. Tu gagnes de l'argent avec des vidanges. Hein. Mais à faire ça, puis arriver en fin de journée et d'être saoulé du garage, non, je veux pas. Je préfère à bosser ailleurs, peu importe l'horaire, peu importe les jours à convenir ou pas, hein, et arriver le soir ou arriver même des jours, toi, en fonction, tu bosses quelques jours, 1 ou 2 jours par-ci, ou, bref, et avoir ma passion intacte et à bosser à fond. Je préfère arriver à la finalité de la chose, je préfère être comme ça. J'en suis pas encore là. À ce niveau-là, j'en suis pas encore là. C'est le projet. Ouais. Non, c'est la route que tu as prise. C'est la route que j'ai prise, ouais. Ouais. Quand tu commences une SG, tu as toujours un client derrière? Non, pas forcément. Non. Là, j'ai commencé une SG. Enfin, j'en ai commencé 2. Les 2, j'ai pas de clients. Ouais. Parce que j'ai même pas cherché à en avoir. Enfin, j'ai pas de clients, mais il y a une collaboration qui est en train de se mettre en place avec une marque pour une de mes motos. Ah, Voilà. cool. Voilà. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est... Et c'est comme ça que j'avance, que je te disais avant dans l'art. C'est que je vais travailler beaucoup plus avec des enfin, je vais essayer de travailler beaucoup plus avec des collaborations. Après, je dis pas qui, quoi, comment, parce que ça reste bien sûr, des c'est choses normal. à moi, toi. C'est normal, c'est déjà gentil d'en parler. Voilà, mais oui, il y aura la prochaine, il y a certainement une belle collaboration de reste. Trop bien. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu fais des choses d'art, comme je trouve que tu fais, il y a des belles collabs qui peuvent se faire, qui se font dans plein d'autres choses. Hein. Oui, exactement. Donc, exactement. D'où avant que je te disais d'aller chercher des choses, aller voir des choses, et tout ce genre de choses, c'est absolument pas dans les meetings que ça se fait. À mon niveau. S'il y a des gens qui veulent te rencontrer, le prochain endroit où on peut te voir? Alors, c'est dans pas longtemps. Hein, par rapport au reportage, ce sera déjà passé, je pense. Mais c'est dans 2 semaines à Brescia, qui est le 20 octobre. Non, c'est bon, c'est bon. Ah voilà. Il sort le 15. Ok, 19-20 octobre, je suis à Brescia en Italie, je suis invité comme juge là-bas. Il y a Pepe Lazzara qui s'est invité. Fréquence Motors.